Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce 91e numéro du podcast Happy Hour. Après une longue pause estivale, on revient avec un nouveau numéro consacré à un film absolument incroyable. Ça s'appelle Hundreds of Beavers, ça commence bien, qu'on peut traduire par des centaines de castors. Moi, je m'appelle Marc et je serai votre conducteur de traîneau pour à peu près 2 heures d'émission. On passe donc de l'été à l'hiver presque sans transition et pour m'accompagner dans cette aventure, je suis venu avec la patrouille des castors. Oula. Double dent. Salut Jean-Victor. Bonjour. Il y a une ref. On a l'impression que j'ai plus de dents. On devait être aussi accompagné d'Alexandre qui a eu une petite urgence de dernière minute. Petit accident sur le chemin. Mais on l'embrasse et on a mis sa photo sur la table pour qu'il nous accompagne. Mais il est vivant. On est aussi accompagné de Tilleul. Il y a aussi une ref. Ah, j'ai fait toi. Salut Sophie. Salut, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va. Tu fais partie de la bande du podcast concurrent, mais néanmoins ami réalisé sans trucage. Dont la deuxième personne chez eux qu'on reçoit cette année, donc c'est plus de la concurrence. Dont l'un des derniers numéros est consacré à la ressortie de l'excellent Papillon avec Steve McQueen. Exactement, super film. Et pour parler de Hundreds of Beavers, on accueille Maxime. Bonjour. Bonsoir Maxime. Tu es le distributeur du film en France et le fondateur d'une jeune société qui s'appelle Caribd. Avec toi, on va parler de comment on sort un tel film un peu spécial en France. Et puis, comme chaque mois, on fera le tour de l'actu pop culture du moment. On parlera un peu de séries, on parlera de dessins animés, on parlera de jeux vidéo, on parlera de musique. Ça va être bien. Je suis un peu déçu, je pensais que tu ferais une intro muette pour être raccord avec le film, mais... C'est un podcast, c'est un peu compliqué quand même. T'as pas accepté le challenge, quoi. Je peux mettre un panneau à un moment donné, mais... Ne vous inquiétez pas, il est bien déguisé en castor. Voilà. On va commencer par faire les choses un peu dans l'ordre. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de monter une société de distribution de films ? Quelle idée ! Quelle drôle d'idée. Au début, je suis passionné de cinéma avant tout, évidemment. J'avoue que la distribution, ça fait pas très longtemps que je sais exactement mettre des mots dessus et savoir ce que c'est réellement. Et j'ai fait une licence à la Sorbonne, un truc assez classique. Mais j'ai rencontré là-bas, du coup, Michael Müller, de Joker, c'est du Lac maintenant. Et il nous a fait découvrir pendant 1 an, du coup, la distribution, ce que c'était. Et il m'a vraiment donné envie de me plonger là-dedans, sachant que je suis un assez gros consommateur de films. Je vais pas mal dans les festivals, donc c'était une suite logique, on va dire. Et voilà, je me suis lancé dans cette folle aventure. Je sais pas où je vais, mais en tout cas, je suis autour d'une table avec plein de gens sympas, des bières, et c'est déjà pas mal pour ce soir. On verra où je serai demain. Ça commence déjà, effectivement correctement. Et du coup, les premiers films que tu as acquis, c'est des courts-métrages d'animation. Comment ça s'est passé, ça ? Exactement, j'ai acquis d'abord 6 courts-métrages d'animation. Déjà, pourquoi l'animation ? Parce que c'est vraiment un médium que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Et du coup, je me suis directement contacté de réalisateurs, des réalisatrices de courts-métrages pour leur demander si ça les intéresserait d'avoir une personne sans expérience dans la distribution qui souhaiterait avoir un petit coup de main pour être diffusé. Bonjour, je suis venu frapper à leur boîte mail. Bonjour, c'est Maxime. Et du coup, on m'a gentiment fait confiance. On m'a confié 6 films absolument sublimes et tous différents dans leur forme. Et certains, on a eu un peu plus de mal à les faire parcourir des festivals et certains ont plutôt bien marché à droite à gauche, donc je suis assez content et voilà. Donc toi, en fait, pour vulgariser un peu le principe, tu as acheté ces cours en contactant les gens directement et comme c'est du court-métrage, ça passe pas forcément en salle de manière classique, donc tu vas contacter des festivals de court-métrage, tu leur proposes. Ils les prennent, tu espères des prix. Comment ça se passe un peu tout ça ? J'apprends qu'il y a des distributeurs pour les courts-métrages dans les festivals notamment. Je suis pas venu pour rien. Oui, en France, on a pas mal de grosses sociétés, quand même, grosses entre guillemets, on va dire, mais de distribution basées sur le court-métrage. Et notamment, la plus grosse en France sur l'animation, c'est Miyu, qui est un ténor du genre en France. Et en fait, le truc tout bête pour raconter un peu ma vie, c'est que j'ai monté un festival de courts-métrages d'animation en Bretagne et à Paris. Ça fait 4 ans qu'on le tient avec une autre boîte qui s'appelle Dorian Film. Et en fait, via ce festival, j'ai pu rentrer en contact avec un réalisateur du film Cloudy qui me demandait s'il y avait moyen de pouvoir travailler ensemble pour distribuer en festival.
Et du coup, moi, l'objectif après derrière, c'est que j'ai récupéré le film. Il me l'a confié gratuitement, on va dire. Et je travaille pour lui dans le sens où j'inscris les films sur les différentes plateformes. J'essaie de rentrer en contact avec les gens qui s'occupent de la programmation en festival pour faire vivre le film et lui permettre d'être vu par le plus de gens possible. C'est quoi le nom du festival du coup? L'Acide Animé Contest ou Fest. Le Contest à Paris qui est une compétition de courts-métrages. Et en Bretagne, on a le Fest où on diffuse des longs-métrages cultes, d'animation aussi. Okay. Voilà. Et c'est quand? Du coup, ça sera en mai pour le Contest et en juin pour le Fest. Et du coup, ça dure une soirée à Paris et un week-end en Bretagne. Voilà. Et puis, on essaie de s'amuser autour du cinéma d'animation et de montrer qu'il y a plein de choses ultra intéressantes dans le cinéma d'animation, autant pour les adultes que pour les enfants. Sans le savoir, vous êtes peut-être déjà croisés à Annecy. Ça tous les ans à Annecy. J'imagine que toi aussi, a priori, peut-être. Alors, j'y suis allé une fois. J'aurais pas dû aller sur ce terrain. Ah, ils m'ont démasqué. Je déteste l'animation. Non, j'y suis allé. Annecy, c'est une ville très chère, d'accord? Oui, c'est ça, exactement. Voilà, je reste. Non, j'y suis allé une fois, donc je sais pas, peut-être. Sur un malentendu, j'ai croisé plein de gens. Mais peut-être plus tard, maintenant, je saurais vous reconnaître. Ah bah oui. Et puis Annecy, c'est indispensable. Il y a un gros marché, il y a du cours dans tous les sens. Arrête d'enfoncer le couteau dans la plaie, Marc. C'est pas sympa. Tu viendras boire des coups avec nous, des bons plans de soirée aussi. Ça tombe pas dans un soir, parfait. Comment tu as découvert Hundreds of Beavers? Alors j'étais à Gérardmer du coup, pour le coup, qui est une ville moins chère. Bon, pas tant que ça. Et du coup, j'ai pu le voir en séance. Du coup, c'était séance décalée. Ouais, c'est ça, séance décalée ou nuit déjantée. Et forcément, voir Hundreds of Beavers dans cette situation de fatigue avancée et avec Am I dreaming? Exactement. Et du coup, accompagné avec une amie, franchement, c'était les conditions parfaites pour tomber amoureux du film. Et c'est mon cas. Voilà. Et comment tu as récupéré le film après qu'il ait déjà été programmé en festival du coup Alors du coup, je l'ai vu à Gérardmer et du coup, j'ai beaucoup aimé le film, mais sur le coup, je me suis pas dit parce que j'étais juste sur mes courts-métrages encore à l'époque et je me disais pas vas-y, je vais me lancer pour distribuer un long-métrage. Enfin, pour moi, c'était un pas de fou. Et à Cannes, j'ai vu, on m'a redonné le contact de Raven Banner qui fait la distribution internationale du film, vendeur international. Et je me suis dit, quand même, je trouve ça vraiment dommage que le film se cantonne à être un film de festival, parce que c'est ça c'était sa vie prévue. Et du coup, j'ai tenté le coup, j'ai contacté Raven Banner et ils m'ont dit on cherche quelqu'un, venez sauver notre film en France. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors c'est vrai que du coup, il a été diffusé dans 2 festivals en France avant que je le prenne, Gérardmer et Greenhouse Paradise. Vers Toulouse, c'est ça, exactement. Des gens bien. Et des gens qui sont très sympas. À partir du moment où tu programmes Hundreds of Beavers, tu fais partie des gens bien. Exactement. Je dis ça alors que j'aime pas Gérardmer, mais bon, voilà. Aïe. Mais ils sont très... Bon, en tout cas, les gens de la nuit décalée sont très sympas, du coup. Eux sont géniaux, vraiment. Voilà, c'est cette personne qui programme cette nuit est très sympa. Mais voilà, du coup, c'est vrai que ça n'a pas bloqué quoi que ce soit, en tout cas, qu'il soit déjà passé en festival. Ça a justement permis de créer plus une aura qui a été très, très bénéfique au film, parce que des exploitants ont pu en entendre parler, des journalistes ont pu aussi en parler grâce aux différentes programmations, ces deux tournées en festival. Donc voilà. Alors pour les gens qui nous écoutent et qui se disent ok, ils sont sympas, mais de quoi ils parlent? C'était ma prochaine question. T'as vu, c'est bien organisé. Incroyable. Comment on résume Hundreds of Beavers? Comment on résume Hundreds of Beavers? Très bonne question. Alors, imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez que vous allez voyager. C'est un bon début. On part dans l'Amérique du Nord, bien froide, il fait très froid, on est en plein hiver, et on arrive avec un personnage complètement déjanté qui s'appelle Jean Kayak, évidemment. Qui décide sur un coup de tête pour l'amour de sa vie qu'il vient de rencontrer, de devenir le plus grand trappeur de l'Ouest et d'essayer de battre une Hundreds of Beavers, du coup. Exactement. C'est très serré, mais ça marche. Ouais, j'ai essayé de faire le plus. Il faut en dire le moins possible. C'est ça, j'essaye de pas. Mais, et du coup, voilà, essayer de devenir le meilleur trappeur en battant ce gang de castors. J'avais pitché comme ça, mais c'est pas tout à fait armée de castors. Cette armée de castors, exactement. Centaines de castors.
Mais c'est exactement. C'est très bien résumé. Mais voilà, mais c'est un film, comme vous pouvez le voir, vous avez peut-être pas rien compris, mais c'est un film très particulier. C'est très clair. Et en vrai, c'est un film où moins t'en sais, mieux c'est, presque. Pour l'anecdote, Jean-Victor m'a vraiment dit, quand tu le regarderas, ne lis rien dessus. Vraiment, c'était marqué en caps lock, en mode ne lis rien, ne vois rien, lance-le. Et je pense que l'effet de surprise, du coup, a été surprenant. Je l'ai découvert comme ça, parce que j'ai un ami qu'on peut citer, Arcaron de CloneWeb, qui tient la page Head Exposure, qui l'a découvert en festival et qui m'a raconté l'histoire du film en festival. Alors, corrige-moi si je me trompe, parce qu'en fait, le film a un parcours complètement délirant. En fait, il a été présenté il y a 2 ans au Fantastic Fest pour la première fois, où apparemment il a bien marché, mais après, plus rien. Pendant quelques mois, il est passé complètement à l'as, et les producteurs américains apparemment ont fini par vouloir le sortir en VOD, puis finalement aux États-Unis, et puis finalement ont changé d'avis, et le film en fait a fait une espèce de petite traversée du désert comme ça. On ne citera pas de nom, mais qu'il y a des festivals qui l'ont vu et qui l'ont refusé. Et si vous saviez le festival, vous n'irez plus parce que c'est pas possible de refuser ça. Mais ce qui s'est passé a priori et ce qui a créé une nouvelle réputation au film, c'est que c'est le programmateur de Midnight Madness à Toronto il y a 1 an, donc le festival du TIFF, qui apparemment fait des séances tous les vendredis soirs toute l'année. Et en fait, la veille du TIFF 2023, donc du gros festival de Toronto 2023, il y avait une de ces fameuses séances du vendredi soir. Et il a décidé de programmer Hundreds of Beavers, ce qui fait que tous les festivaliers qui étaient là pour Toronto le lendemain, ils avaient que ça à foutre de toute façon, et ils ont été voir ça et ils ont hallucinant de putain, qu'est-ce que c'est que ce film? Et du coup, c'est créé une nouvelle réputation, ce qui fait que derrière, CJS l'a pris, il a tout pété à CJS, puis Jérémie, puis d'autres festivals, etc. Et donc, grand bien lui fasse, puisque après tout ce parcours un peu cabossé, Hundreds of Beavers finit par arriver sur bien des écrans. Voilà. Ouais, on va les citer après. Alors, je suis un peu embêté parce qu'à la fois, on n'a envie de rien dire du film, mais en même temps, c'est un podcast. Donc, si on veut avancer un peu dans l'émission, on va quand même être obligé d'en dévoiler au moins une partie. Est-ce que toi, quand tu l'as découvert, tu as fait dans ta tête, tu as fait un lien avec l'animation? Parce que tu dis que tu aimes vachement l'animation. Et en fait, est-ce que c'est pas... C'est un peu bizarre comme formulation, mais est-ce que c'est pas une espèce de film d'animation en live, finalement, Hundreds of Beavers? C'est comme ça que j'essaie de le décrire aussi aux gens pour éviter justement de trop les spoiler ou essayer de les motiver à le voir. Moi, je dis ça ressemble vraiment à un épisode des Looney Tunes, mais fait avec des vrais acteurs, quoi. En live. Et puis, quand on se penche un peu sur comment a été fait le film et comment, du coup, Mike Cheslick, avec son équipe, a travaillé, on se rend compte qu'il y a des centaines et des centaines de plans qui ont été truqués pour arriver à ce résultat complètement loufoque, voyez le film, pour arriver à des plans qui sont vraiment très très portés sur l'animation, l'humour absurde visuel, comme des cartoons des années 50-60. Enfin, vraiment, on est carrément sur de l'animation à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'on brise un petit peu la glace quand même pour décrire un peu plus ce film. Donc si vous voulez ne rien savoir, il faut ne rien savoir, c'est le mieux. Moi je l'ai aussi découvert comme ça, parce que le fameux Arca me l'a dit, je te balance un film, tu le regardes, sous contrôle évidemment. Tu vas pas comprendre ce qui se passe, et on en parle après, et je l'ai pris en pleine gueule. Et du coup, voilà. Mais du coup, Hundreds of Beavers est un survival, donc un film de survie, en noir et blanc, muet, avec donc ce monsieur, là ça va encore. Ce monsieur, bon déjà c'est quand même un peu perché, c'est que ce monsieur qui veut devenir trappeur et qui est donc dans une forêt enneigée où les animaux sont des gens déguisés en animaux, sont des furries, sont des gens en espèce de... comme des costumes de Mickey à Disneyland. Des costumes pourris, hein, mais plus des costumes de supermarché en fait. Vous voyez cet animal bizarre qui j'ai bossé dans les centres commerciaux, les costumes étaient mieux. Oui, effectivement, merde. Non, voilà. Ils sont pas si. Enfin, franchement. Mais après, ils sont iconiques. Le cheval, c'est compliqué quand même. Le cheval, c'est compliqué, mais les castors et les lapins, en vrai, ça va. Hein. C'est pas. Mais voilà, ça participe au comique, mais ils sont pas ridicules à voir. Ils sont drôles, ils sont volontairement drôles. Enfin, ce que je veux dire, genre, quand on le décrit comme ça, on a presque l'impression que c'est cheap. C'est pas cheap, c'est volontairement extrêmement absurde. Mais quand on les voit, on se dit pas « Oh mon Dieu, le budget !» On se dit « C'est un effet pratique hilarant ».
C'est un tout, quoi. Ça marche C'est un dans le tout. film, c'est une globalité où vraiment les costumes rentrent aussi dans le côté Bien sûr. humour qui n'a aucun sens, et puis t'acceptes, et puis de toute façon, t'as pas le choix. Il y a rien de plus drôle que quand les animaux meurent, il y a juste des yeux en croix qui se mettent dessus. Enfin, c'est une idée tellement simple, mais tellement efficace. Et on voulait absolument en parler, parce que moi je considère que c'est le film le plus drôle de ces 10 dernières années. Et bon, je suis en train de mâcher en même temps, ça se fait pas, mais je mâche mes mots. Je le pense sincèrement, c'est que je l'ai vu 2 fois, et à chaque fois, mais j'ai ri de la première à la dernière image, si bien que j'avais mal à la fin, je me suis fait des abdos de ouf d'ailleurs. Mais il y a un truc où c'est, en fait, je le décrirai pas mieux, c'est un Looney Tunes en live, où il y a 1 milliard d'idées, genre chaque plan a un gag. En plus, c'est de l'humour slapstick à fond. Si, comme moi, vous aimez les gens qui tombent, les gens qui se font mal, les gens qui se prennent des trucs dans la tronche, c'est presque que ça pendant 1h45. Mais ça marche, et c'est surtout, moi, là où je trouve ça fou, c'est que ça se renouvelle constamment. Et notamment, ça emprunte à 1 milliard de trucs. On a parlé d'animation. Effectivement, il y a plein de trucs tirés de l'animation. Il y a beaucoup de stop motion aussi. Il y a beaucoup de trucs de décors un peu fabriqués derrière, un peu système D, mais qui apportent un charme fou au film. Mais c'est aussi un des films qui, je pense, a le mieux compris des mécaniques de jeux vidéo, notamment sur la map, sur comment tu construis ton univers que tu découvres, etc. Et qui les intègre à la narration, mais de façon super maligne. Et t'as pas besoin de connaître les jeux vidéo pour apprécier et comprendre ce qui se passe. Et notamment, je trouve que le film est hyper bien écrit avec ça, parce qu'il y a un truc d'humour de répétition, où donc c'est un personnage qui doit avoir des compétences, débloquer des compétences et débloquer des objets pour pouvoir avancer, etc. et atteindre un objectif. Et donc, il fait des erreurs, et en fait, il apprend de ses erreurs et il découvre des trucs. Et en fait, le personnage s'écrit à travers tout ça. Et donc, c'est un film qui écrit son personnage principal à travers ses vannes. Parce que les vannes, enfin, les épreuves, c'est le mec qui se prend des trucs dans la gueule, comme concrètement, quoi. Et donc, est-ce que tu as rencontré les génies qui ont fait ce film, quand même ? Malheureusement, je ne les ai jamais vus en vrai. Je ne sais pas si c'est un vrai castor. Mais non, je les ai jamais rencontrés en vrai. Ils sont assez perdus chez eux, et c'est assez compliqué de les contacter, à vrai dire. Mais pour avoir... Qui sont ces gens ? Enfin, c'est Bah, la question qu'on se pose quand on regarde ce film, quoi. Du coup, alors pardon, je vais checker le nom d'acteur, parce qu'il y a 4 prénoms dans son nom. Je suis désolé. Il a un nom à rallonge. Il s'appelle, alors je vais essayer de prononcer ça correctement, Ryland Brixton Cole Hughes, dans le rôle donc de Jean Caillac. Exactement, voilà, donc son nom, je l'oubliais forcément. Un nom hilarant. Non, mais moi, je l'ai découvert pour préparer cette émission. Ça fait 1 an que tu me saoules, Jean-Victor, avec Hundreds of Beavers, en me disant « Faut que tu le regardes, faut que tu le regardes, faut que tu le regardes. » Et je repousse, en me disant « Non, mais ça a l'air d'être... Ça va pas me plaire, ça va m'énerver. Moi, j'aime pas l'humour. » À chaque fois, il repousse le bonheur, Marc. À chaque fois que j'ai des trucs bien pour lui. Et je l'ai vu, et vraiment, ça m'a défoncé le crâne. Et effectivement, comme vous avez dit, il y a 1000 idées, il y a 1000 techniques utilisées, il utilise. Et au début, on se dit que, je vais peut-être un peu reprendre ce que tu as dit, mais que c'est fait pour être, pour des raisons de budget, que les mecs sont en costume et qu'ils utilisent de l'animation pour compenser un peu le manque de moyens. Mais en fait, pas du tout. C'est pensé dans le truc, c'est inclus de manière intelligente, il y a de la répétition qui fonctionne bien. Moi, j'adore le coup avec l'espèce de pivert qui apparaît quand il siffle à chaque fois, ça me fait hurler de rire. Et vraiment... On se raconte le film et ça me fait marrer. Et moi, ce qui me surprend, ça m'a effectivement refait penser au cartoon à la Tex Avery, Chuck Jones et compagnie. Et je me suis demandé aussi un truc, c'est... pourquoi aucun des studios qui avaient fait tous ces courts-métrages, chaque fois qu'ils font chaque fois qu'il y a un long Tom et Jerry ou Bugs Bunny, ou là, il y a un nouveau long des Looney Tunes qui arrive, c'est chaque fois une grande histoire, et jamais ils n'osent se lancer dans 1h30 de gags débiles à répétition, alors qu'en fait, Hundreds of Beavers montre que ça marche, et que c'est complètement tenable de faire 1h30 sur Bibi et Coyote qui cherche à se mettre des trucs sur la tronche tant que tu fais un peu évoluer les personnages. Et ouais, moi, ça m'a scotché. Pas que je regrette de pas t'avoir écouté depuis le départ, mais... Moi, je regrette, je suis désolée. Mais du coup, maintenant, les gens vont pouvoir le découvrir en salle. Et ça, c'est quand même un cadeau des dieux. Donc déjà, merci. Et maintenant, comment est-ce qu'on convainc des gens de diffuser un truc pareil ? Oh là là, énormément d'argent donné aux salles. Non, aucun pot de vin, promis. Beaucoup d'exploitants qui sont amoureux des castors et qui aiment beaucoup l'humour absurde.
et qui ont aussi entendu un peu parler de l'aura du film, du coup, via ces différentes projections en festival. Alors, on a réussi à avoir une dizaine de projections pour l'instant en salle, un peu partout en France. Et c'est vrai que c'est un défi, on va dire, de le projeter et de convaincre les gens déjà de rien. Comment on communique sur un truc pareil, en fait? Où faut pas trop vendre la mèche, machin, etc. Moi, j'essaye de... Pour communiquer sur le film, en tout cas auprès des exploitants, j'essaie vraiment de le vendre comme une comédie très très ouverte, alors qu'on pourrait dire que non, mais moi je joue sur le fait que justement les Looney Tunes, c'est un humour qui marche sur 99% des gens, je pense, et du coup je me dis que le film pourrait marcher sur potentiellement au moins 50%, 60% des gens qui sont intéressés par l'humour. Je sais pas si on peut dire ça. Ouais. Qui est intéressé par l'humour? Si vous aimez rire. Si vous n'êtes pas aigri, vous devriez apprécier le film. C'est j'espère. normalement la Si démarche. vous l'êtes, vous le saurez moins après. Exactement. Pour moi, c'est un test d'humanité. Si tu ris pas à ça, il y a quelque chose qui est mort en toi, quoi. Ouais, je suis vraiment désolé si vous riez pas, les castors, là, c'est terrible. Mais voilà, c'est exactement ça, du coup, que j'essaie de vendre, en tout cas aux exploitants, c'est un film qui peut faire rire vraiment tout le monde, peu importe, il n'y a pas de problème de génération ou quoi que ce soit, c'est vraiment un humour Faut très peut-être pas le universel. montrer trop jeune. Enfin, Oui, il faut alors- peut-être préciser que c'est quand même pas... Parce qu'on parle beaucoup de Looney Tunes. Moi, d'ailleurs, je suis un peu plus team... Ça ressemble plus à du Tex Avery parce Oui. qu'il y a quand même pas mal de blagues un peu graveleuses. C'est vrai. Ouais, oui. Oui. Non, mais quand on en parle comme ça, moi, on a... pour être tout à fait honnête, j'ai le Blu-ray anglais du film et dessus il y a une critique qui parle de fluffy gore. J'avais jamais entendu cette expression Le figure. et je Ouais. trouve ça génial. Pour moi, il y avait Mais c'est vrai, il y a un du peu fluffy gore dans le film. un côté un peu plus léger de Happy Tree Happy Tree Friends. Merci, Friends, ouais. merci. C'était sûr que j'allais me bugger sur un Allez, titre. 3, 2, 1. Bref, vous avez compris les petits les petits animaux qui faisaient des trucs très gore dans nos écrans d'ordinateur quand on était ado. En fait, L'ado est transgressif. bah oui, mais en fait, il y a un peu ça. C'est-à-dire qu'on est sur la quintessence de l'humour enfantin, à savoir le slapstick, comme tu l'as dit, Jean-Victor. Mais en même temps, bah, ça reste un peu graveleux, un peu pour... Moi, je le déconseillerais avant 12 ans, quoi. Enfin, C'était... Ah ouais. Bah oui. Il y a des moments qui sont globalement, Il y a moi je des trouve que ça va. Il y a En deux, fait, trois trucs qui sont un peu je touchy, mettrai ouais. pas un interdit moins de 12 ans, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais je pense juste qu'avant un certain âge, ça te fera moins rire parce que tu auras un peu moins les sous-entendus. C'était un peu ce que je voulais dire. Parce que là, on parle d'animation, on parle de pas mal de techniques. C'est pas un film particulièrement tout public. C'est vraiment... c'est un film qui peut faire rire énormément de monde, mais peut-être pas les tout petits, Non, mais quoi. il y a des gens Mais qui se tapent c'est- pendant 1h30 quand même. Ouais, c'est vrai. Oui, Mais mais c'était à une part Tout le monde question. est castor. beaucoup de castors. C'est une question justement que je m'étais posée quand je voulais envoyer le film, parce que il y a des sections pour les publics jeunes, mais qui incluent du coup jeunes en dessous de 16 ans. Donc c'est très large, hein, entre 6 et 16 ans. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de publics. Et du coup, je me suis posé la question, est-ce que le film est vraiment adapté à un public jeune, comme tu le dis ? Et je suis arrivé à peu près à la même conclusion que je me suis dit... J'ai testé, Bon, j'ai peut-être traumatisé que- ouais, c'est 150 ça. gamins et puis Bon, bah, voilà. bon, ouais, ils ont pleuré, mais bon, c'est cool. Non, c'est vrai que les castors qui meurent à tout va, ça peut les traumatiser, les petits. Ah, Et je puis, pensais non, plutôt ça- à la petite chaufferie avec la petite dame de la... Je sais pas, De la de boutique, la ouais. boutique Ah, de oui. chasse. Voilà, je pensais un peu Il plus n'y à a ça. rien de... Lui faire un petit... Il y a un moment où elle Elle fait où de la elle ouvre un pole dance. castor et elle sort les tripes, mais c'est Ah, des peluches. Ah oui, Mais moi, je pensais pas du tout à ça. Je pensais vraiment au côté Oui. pole dance, position sexuelle, tout ça. Je me disais genre... Ouais, mais c'est Jessica Rabbit, quoi. C'est pas. Oui, mais Je vois comme ça. je suis désolée, je vais dire une vérité qui fait mal. On l'a découvert beaucoup trop jeune. Mais beaucoup trop jeune. Ouais, c'est. Regarde devant quoi on rit maintenant, Voilà. tu vois. On est traumatisé. Ouais. Je comprends. Notre faiblesse et notre Par exemple, à un force. moment, il y a. c'est dur. Pour vous donner un détail con du film, parce qu'il y en a un milliard, on pourrait raconter tout le film et ça nous ferait quand même marrer. Mais pour donner un niveau de fluffy gore comme du film, c'est qu'à un moment, donc il y a cette dame dans le film qui prend un castor mort et qui commence à l'ouvrir avec un couteau, Une machette. une machette, merci. Et en fait, quand elle met des grands coups, ça balance pas des confettis, des trucs qu'on met dans les Des morceaux cartons. de polystyrène Des qui morceaux de servent polystyrène dans les airs. qu'on met dans les cartons pour bloquer les colis. Voilà, meilleure vanne du monde, et c'est pas la seule.
Parce qu'il n'y a que ça. Voilà. Mais c'est un peu le genre de film quand tu rentres tu vas le voir avec tes potes et après t'es dans la voiture et tu dis ah putain cette scène quand même elle était marrante et tu te racontes tout le film et au final tu passes tout ton trajet à te raconter les gags un par un pour arriver jusqu'au bout du film. Moi, c'est Exactement. littéralement ce qui m'est arrivé la première fois parce que je l'ai vu seul grâce à l'ami Arca et son Blu-ray. Mais je l'ai appelé après et on a passé une demi-heure à se raconter le film. On était morts de rire. Et là je me suis dit ce film a créé quelque chose quoi. Et du coup. Comment tu communiques là-dessus ? En termes de alors il y a un poster, il y a déjà des bandes annonces, mais comment tu arrives à amener ça vers les gens ? Oui, du coup, comme tu dis déjà, il y a le magnifique visuel qui a été fait. Enfin, l'affiche, le visuel que j'utilise un peu partout, donc vous le verrez probablement, qui est absolument magnifique et qui a été utilisé pour la sortie aux États-Unis. Et après, j'essaie de communiquer sur le côté, le côté slapstick, vraiment humour absurde, et on y va à fond, quoi. Du coup, j'essaie de viser quand même un public assez jeune. J'avoue que dans ma communication, les différents posts que je fais sur les réseaux et tout ça, j'essaie de viser un public assez jeune, qui va jusqu'à 35-40 ans. Et mais ça, si vous êtes plus vieux que ça, vous pouvez quand même regarder le film. Vous êtes interdit du film, non, bien sûr, évidemment, le film est ouvert à tous, mais on va dire que, en tout cas sur les réseaux, parce que c'est un public, le film en noir et blanc, c'est l'argument qui peut bloquer et qui a déjà bloqué. On m'a déjà dit noir et blanc et muet, comédie ou pas, tu te le gardes. Bon, d'accord, mais merci. Regarde-le avant de. Ouais, c'est ça, mais regarde les castors. Mais du coup, voilà, j'essaie de le vendre comme vraiment une expérience fun qui passe en les 1h40. On a aussi cette peur, c'est que j'ai montré à des gens avant, tout ça, des gens de mon entourage avec qui je travaille et tout ça, et qui se disaient les Looney Tunes, Tex Avery, c'est fun pendant 10 minutes, 15 minutes. Ton film il dure 1h40. Au bout d'un moment, on va un peu se lasser et tout ça. Mais comme tu l'as dit, je trouve que le film il arrive quand même à être assez à proposer plein d'idées qui lui permet de tenir sur la longueur, et ça c'est vraiment une de ses forces qui moi m'a fait, parce que comme je disais, du coup je l'ai vu assez tard, fatigué. Si le film au bout d'une demi-heure il m'a pas quoi. Ouais. Donc là déjà, bon, c'est pas un spoil, mais les 2 premières minutes c'est une chanson, donc je pense que c'est une belle ouverture. C'est le seul moment où ça parle, mais quand ça parle ça chante, donc moi je trouve que c'est déjà un bon argument pour m'avoir. Moi tu m'ouvres sur une belle comédie musicale assez fun, ça me va. Mais ouais, voilà, en tout cas sur la communication j'essaie de vendre l'expérience, le côté fun, et c'est aussi ça qui est vu qu'on fait que des séances uniques, exceptionnelles dans différentes villes, c'est un peu aussi comme ça que le film doit être vendu, dans le sens où on pourra le voir que c'est ça, c'est des soirées exceptionnelles près de chez vous, venez, vous allez passer un bon moment. Ouais, j'allais poser une question sur quel type de visa vous avez demandé au CNC et est-ce que vous avez prévu, je fais ma double question comme ça, et est-ce que le but après c'est vu que de ce que j'ai compris il n'y a pas d'exploitation classique salle qui est prévue, est-ce que vous voulez tenter un rapprochement avec une plateforme type soit Netflix, soit Shadows par exemple? Du coup c'est visa exceptionnel du coup et qu'on utilise avec les 30 séances étalées, et en tout cas sur le rapprochement avec une plateforme, on a été contacté déjà par Filmo qui sort le film en octobre. Oui, donc le film sera... Bravo Filmo, on les applaudit. Bravo Filmo, Bravo, merci Filmo. beaucoup. Et sachant qu'ils ils m'ont contacté très très rapidement, et le programmateur de Filmo a adoré le film et il voulait vraiment le projeter, le mettre sur leur plateforme. Abonnez-vous à Filmo, c'est une plateforme géniale. Ils sont vraiment très très forts. Ils adorent Undead Beaver, donc Voilà, ils sont super. C'est des bons moments. Et puis ils sortent aussi Steppenwolf le mois prochain, donc c'est absolument formidable. Bravo. Je l'ai raté à l'étrange, on m'a dit que c'était super. Il est incroyable, donc jetez-vous sur Filmo le mois d'octobre. C'est du très très bon, très très bon millésime. Et du coup. Est-ce que la sortie sur Filmo, ça gèle éventuellement des salles qui pourraient à terme vouloir des séances ou En tout cas, on s'est mis d'accord avec Filmo pour que que je puisse continuer les projections salles après la sortie sur la plateforme, et qu'on travaille main dans la main, qu'ils font un peu la promo de leur film en même temps qu'ils font les sorties salles, et comme ça on fait vivre le film sur 2 créneaux et qui sont je pense que ils ont compris aussi Filmo que le film vivait à une double vie, parce que la salle lui donne une autre aura, une autre forme, et du coup ils ont été super sympas avec ça. Et
ça peut bloquer certains cinémas qui sont en mode, qui vont dire bon, c'est sorti sur une plateforme, pourquoi j'irai le mettre dans ma salle. Mais par contre, en tout cas, Filmo ne bloque pas du tout et sont super sympas avec nous et sont très conciliants. Donc merci à eux. Vous êtes en train de péter la chronologie des médias, c'est incroyable. Netflix est en train de PLS. tout casser. Oh là là, ils vont. Avec des castors. Non, Promis, c'est visa exceptionnel, on dépasse pas. Nous. Au contraire, elle est respectée, la chrono, puisque la chrono, elle permet de faire ce genre de choses. Moi, j'ai arrêté d'essayer de la comprendre. C'est juste qu'en général, les exploitants, quand Netflix vient et leur dit hey, j'ai ce gros long métrage par un réalisateur célèbre, est-ce que vous voulez le mettre dans votre salle? Les mecs font non parce que c'est Netflix, parce que c'est un gros truc, parce que là, on n'est pas du tout dans le même style de scénario. On vend une grosse comédie, on vend une fête un samedi soir, on vend un truc hyper joyeux. Et effectivement, que les exploitants, ils ont tout intérêt à suivre. On va les citer d'ailleurs, les exploitants. J'ai ramené la liste des projections. Donc là, on met l'émission en ligne le 1er octobre. Ça, peut-être que ça bougera, mais en tout cas, les premières séances. Les prochaines séances. C'est le 8 octobre au Cinépa La Palaiso. Pardon, c'est moi qui me suis trompé, c'est le 6 octobre. Oh là là, je suis jeune distributeur, pardonnez-moi. Je vais le noter. C'est le 6 au Cinépa La Palaiso, on les embrasse parce que ils nous écoutent. Le 9 à l'Utopia à Montpellier, le 18 octobre au Majestic Bastille à Paris. Et venez, on y va tous. Le 18 aussi à Tours au Cinéma Studio, le 20 au Club à Metz, le 24 au Sémaphore à Nîmes, le 30 au Bretagne à Saint-Renan, le 26 novembre au Méliès de Montreuil et une date à Calais en novembre, si je ne dis pas de bêtises, à Clermont-Ferrand. Exactement. On attend encore la date qui devrait arriver d'ici peu de temps. J'en profite juste pour dire que la date à Tours, c'est pendant Mauvais Tour, le festival qui a été créé notamment par 2 membres de mon podcast devant le coup. Les gens de Tours ont vraiment aucune excuse du coup. Tous les Tourangers qui nous écoutent sont obligés d'aller à la séance de Unraised Orbiver le 18 Parce qu'en plus, Mauvais Tour, c'est la première édition du festival et donc c'est Nicolas Martin et Simon Rio qui l'ont repris, enfin qui l'ont pris en fait. Mais du coup, il n'y a pas d'événement qui se chevauche entre Mauvais Tour et Unraised Orbiver, c'est bon? Mais c'est une séance de Mauvais Tour. Il a été programmé. Et ben on embrasse Simon et Nicolas, vous faites un travail formidable. Voilà. Et j'en parlais encore cet après-midi avec Simon qui fait mais c'est génial, c'est Tex Avery avec des castors. Voilà, donc j'en profite pour dire que c'est chouette là aussi la création de festivals qui soutient genre des projets comme Hundreds of Beavers. Bravo pour leur festival, ça a l'air incroyable d'ailleurs. S'il y a d'autres dates qui se calent, suivez-nous sur les réseaux, on fera tourner un peu les mises à jour. Et le film sur Filmo, tu sais quand il sort? C'est pas demain? Alors, on est très au courant, ça fait plaisir. Je n'ai pas trouvé la date exacte en fait. Sur Allociné, c'est marqué 1er octobre, mais ça sera plutôt fin de mois d'octobre. Ok. Donc je pense que Allociné a mis octobre pour octobre, mais ouais, c'est fin du mois octobre. Une raison de plus, si vous habitez les villes-cités, pour aller le voir dans les salles, puisque chez Filmo, c'est cool, mais c'est après. Exactement, si vous voulez le revoir. Alors moi je dis ça, je l'ai toujours vu avec un Blu-ray chez moi, mais il faut le voir, j'ai hâte de voir ça avec un public, quoi. Parce qu'effectivement, on a eu les retours de notre ami Robert, qu'on va citer, qui a toujours envie de venir à Happy Hour, mais bon, bref. Et, qu'on n'invite pas. Qui lui aussi l'a découvert à Gérardmer. Il a aussi été victime de ma propagande un petit peu. Et effectivement, pour une fois, on est d'accord, c'est rare, mais là, il m'a dit, oh putain, mec, la séance, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était une sacrée expérience, mais en soi, la soirée était vraiment incroyable. Et ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que le soir juste avant, il y avait la soirée requin, donc rien à voir. Alors attendez, rien à voir pour le moment. Du coup, on était en train d'attendre, et d'un seul coup, on voit débarquer genre une dizaine de castors qui débarquent pour commencer à faire des vidéos pour la soirée. Et là, on était en mode, qu'est-ce qui se passe? On vient voir une soirée requin, il commence à y avoir des castors un peu partout. Et du coup, j'avais pas vu le film, j'étais en mode, mais en plus, c'est les costumes, au secours. Au secours. Ouais, c'est ça. Exactement, j'ai jugé. Moi aussi, j'ai jugé. Mais donc voilà, franchement, on a été plongé directement dans l'ambiance avec le film. Et oui, voilà, comme il t'a dit, la soirée était incroyable. Et puis... Ça plonge vraiment dans l'ambiance, quoi. Il y a combien de films de genre avec des castors? Là, j'en ai 2 en tête, du coup. Mais est-ce qu'il y en a plus? Il y a Zombieverse. C'est le deuxième que j'avais. Qui est ok. Moi, j'aime beaucoup le film. Ça me fait beaucoup rire. Je trouve que les effets pratiques sont vraiment cool. Ouais, mais c'est les transformations. C'est à des kilomètres de nos Zombieverse, quoi. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment une espèce de série Z, de semi-pastiche, vraiment déconnante, mais que je trouve honnêtement gaulerie.
Voilà, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de réalisation, mais c'est honnêtement gaulerie. Donc si vous voulez 2 films d'affilée, Un double feature Castor. les Et deux après, sont gaulerie. L'intégrale de Père Castor. Alors, moi, bien Moins joué. drôle. Moi, alors pour être franc, j'ai un peu googlé les castors dans la pop culture pour préparer cette émission, essayer de trouver on a fait des le boulot, refs bah. et tout. Et le castor est un animal mal aimé. Je tenais à le J'ai dire un l'impression peu que ce on est soir. dans un documentaire. C'est, Le castor est un animal mal aimé. il y a beaucoup de choses autour des blaireaux, autour d'autres animaux un peu proches, mais il n'y a pas tant de choses que ça autour du castor. Il y a les histoires de Père Castor, il y a la patrouille des castors en bande dessinée, il y a une série d'animations qui s'appelait Les Castors en folie, je crois, ou Les Castors zinzin, un truc comme ça qui date du début des années 2000. Ça me dit vaguement quelque chose. On est vraiment en train d'avoir cette conversation, c'est dingue. Il y a évidemment Yakari, d'où viennent les références de mon introduction. Mais voilà, le castor alors que c'est cool les castors. Ça fait Ça plein, construit des barrages. ça fait plein de trucs, ouais. Ça construit des barrages, c'est génial. Ça aide les rivières. Enfin, moi, je trouve ça, c'est un animal magnifique, le castor. Il y a un super castor dans le robot sauvage, mais on en parlera peut-être le mois prochain. Exactement. C'est notre sujet. Ce film. Voilà, donc vive les castors. Désolé. Non, pour Vive les ceux qui castors, nous c'est pas écoutent, un truc de bizarre, pop mais culture. Il y a pas un truc genre Go Beavers Go dans High School Musical ou j'en sais rien, un truc dans le genre, non? Ça me dit quelque chose. Bon, bref, Alors là, si vous l'avez, envoyez-nous un commentaire. la série d'animation, c'est les castors allumés. Voilà. Si vous voulez retrouver des épisodes, sachez-le, ça existe. Et t'as tout vu, intégrale. Les 250 épisodes. Pas du tout, Ok. pas un seul. Mais vraiment, je voulais. Chaque émission, je cherche des références un peu thématiques autour du sujet et il y a souvent plein de choses qui remontent, il y a moyen de faire plein de blagues. Et là, sur les castors, j'ai été frustré. Ah. Oula, attention. oh Il y là. a Si Sophie vous- qui nous a sorti une règle. Si vous tapez Castor film sur Google, vous allez voir vraiment. Je l'ai posté. Mèche blanche. Mèche blanche. Les aventures de du Ah oui, il y a petit des castor. Du ouais, petit putain. castor. Le cas du du castor. castor. C'est beaucoup des docus, non? Castor, la force de la nature. Ça a l'air. Ah mais oui, putain. Le complexe du Le castor. complexe du castor. Puis voilà. Mais juste les premiers, là, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air incroyable. La rivière au castor, les aventures de Mèche Blanche, ça a l'air fou. Ce qui veut dire que si vous voyez Hundreds of Beavers et que vous voulez Vous prolonger allez devenir l'aventure, il y a des choses. Mais ça Il y a sera de quoi forcément moins bien. Ah, ce sera forcément moins bien. On veut pas trop en dire sur le sujet, donc on va pas non plus ultra s'éterniser, mais j'ai encore des petites questions. Est-ce que tu envisages une sortie physique du film après? Oui, ça sera fait. Déjà, on a un DVD qui va être fait du coup en co-distribution avec Dorian Film, avec qui je travaille à côté. Moi, ça me tenait très à cœur de faire une sortie DVD parce que je suis un gros fanat de DVD. J'en ai plein chez moi, donc très pratique pour les DVD ou déménagements. Blu-ray. Aïe, 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 là, sujet qui fâche. Blu-ray, c'est compliqué. J'avoue que c'est beaucoup d'investissement de notre côté. Et on essaye encore, on ferme pas la porte. Est-ce qu'il y aura une édition collector avec un chapeau de castor ou un truc genre Un la costume panoplie complète? J'adorerais. Malheureusement, ça n'arrivera pas, mais direct. ça serait incroyable. Ou alors une seule édition. Et bon courage. Ouais, du coup, pour le Blu-ray, on croise les doigts, on ferme pas la porte, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que ça coûte encore très cher. Et les ventes sont pas Et top, voilà, quoi. le DVD se vend quand même mieux que le Blu-ray en France encore. Donc malheureusement, et pourtant Sony aime bien prendre beaucoup d'argent sur les Blu-ray, donc Sony arrête. Donc pensant DVD, en tout cas, je peux confirmer, mais pour le reste, pas de Blu-ray 3D prévu. Et du coup, parce que là, moi aussi, je suis perdu en termes de chrono des médias. Comment est-ce que tu peux sortir le DVD? Est-ce que tu as un délai? Est-ce que Non, parce qu'en fait, la est-ce chronologie qu'il est des calé médias. aussi le vidéo calendrier? Non, la chronologie des médias, du coup, se déclenche pas réellement vu que j'ai pas de visa classique. Donc, je peux sortir le DVD un peu quand je veux. Mais il sortira normalement, si je dis pas de bêtises, en fin d'année. Mais je préfère C'est pas m'avancer. Pour chercher pas. Noël. Cherchez pas, c'est le meilleur cadeau de Noël. Pour voir Ça l'offrir aux serait gens et tout, incroyable ça sous va le être sapin de Noël. Je vais offrir un exemplaire à tous les membres de ma famille. Même dans tous les Secrets de Santa, genre. Clairement. Celui-là, il vient de Jean-Victor, mais qu'est-ce que c'est? Encore un Dreads of Beavers, ça fait le 5e, Jean-Victor. Oui. Et puis, si vous n'avez pas d'enfant trop petit, ça peut être un film de Noël. Donc, ça passerait bien. J'imagine tellement te ramener à Noël justement avec la tête du castor et juste le DVD, tu vois, genre plus de costume de Père Noël, Bah mais ouais. juste le. Pour l'édition collector avec le costume, ça Ouais. serait que pour toi. Ça serait incroyable. Sachant qu'un pote m'avait envoyé une photo de CGS quand l'équipe du film présentait le film là-bas. Et alors, je sais pas si c'était le réel, le producteur ou quoi, mais il y a quand même un mec qui se baladait avec le fameux chapeau du trappeur.
Ouais, il est incroyable ce chapeau. Ça mérite toute l'admiration du monde. Voilà, j'ai plus de mots. J'ai plus de mots pour ce film. Ne pleure pas, ça va aller. Regarde, il sort en DVD bientôt. J'ai le Blu-ray anglais, on me l'a offert, c'est pas ma faute. Ça, je l'ai vu. Tu peux aller le voir la semaine prochaine à Palaiso, si tu veux. Mais je vais y aller. Non, je vais aller au Majestic Bastille, c'est plus près. Compréhensible. C'est vrai. Et une dernière question sur un peu tout ça. C'est quoi la suite pour Carib et ta société de distribution? Tu as déjà des choses dans l'air? T'attends le Hundreds retour of Beaver Cinematic Universe. Tu attends le retour sur investissement, ou comment ça se passe? Ouais, j'attends de voir un peu comment fonctionnent les... parce que du coup, je suis tout seul, moi, dans ma société, donc je fais programmation, tout. Exactement, moi et mes castors. Et du coup, j'attends de voir un peu ce que donnent ces 10 projections, peut-être plus. J'essaie d'en avoir le plus possible, en tout cas, parce que du coup, on a annoncé les différentes projections il y a il y a quelques jours. Et on m'a demandé plein de villes en plus. Donc, j'essaye d'avoir Lille, Marseille, Bordeaux, tout ça. Promis, je vous ai entendu et je travaille fort pour que vous ayez votre l'espoir dans ce pays, putain. Ayez courage. Mais en tout cas, voilà, j'attends de voir ce que donne Hundreds of Beaver pour continuer. Après, je lâche pas mes courts-métrages d'animation. J'essaye toujours d'en avoir d'autres, des nouveaux pour les faire vivre. Et puis des longs métrages, on essaie de voir. Mais j'ai envie quand même de rester dans cette vibe de film fun, peut-être de festival qui n'auraient pas trop leur chance. Et puis miser sur des succès. On croise les doigts. Voilà. Bah oui, on croise carrément les doigts. Bref, si on n'a pas été assez clair, il faut aller voir Hundreds of Beavers. Exactement. On mettra toutes les dates sur le site et dans la description du podcast, les dates des prochaines projections. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour les mises à jour, et on communiquera, on relayera aussi quand Filmo le mettra en ligne, si jamais vous êtes dans une ville pas desservie par un ciné qui le projette. Vous pouvez organiser une séance chez vous avec tous vos amis. Voilà, comme ça, il n'y a pas de raison que vous passiez à côté de ce truc assez ouf. Et vraiment, c'est une merveille. On va comme chaque mois enchaîner vers la deuxième partie de ce podcast, et on va quitter les forêts canadiennes pour traverser la planète et aller en Afghanistan. Alors, c'est pas du tout le même genre de climat. C'est pour toi la transition. C'est pas du tout le même genre de climat. Pas du tout. Ni le même genre d'ambiance, je crois. Alors, vraiment pas, parce que c'est un film qui... On va parler de quoi? On va parler d'un documentaire qui s'appelle River Boom, qui est sorti la semaine dernière et qui m'a mis une énorme claque. Je m'y attendais vraiment pas. Ça m'a émotionnellement détruite, mais dans le bon sens du terme. Parce que j'avais vu la bande-annonce au ciné, ça m'avait pas mal intriguée, parce que c'est vraiment un documentaire qui est / une introspection. Je vais vous parler un petit peu plus du résumé. / un buddy road movie / traverser l'Afghanistan en 2002. Voilà, c'était un pari assez risqué. Au top de l'Afghanistan. Et en fait, j'ai été hyper séduite par la multitude d'intentions du film. Vraiment, dès la bande-annonce, ça a l'air d'être hyper solaire comme film, alors que ça a l'air... thématiquement, c'est complexe. Et puis surtout, ça a l'air d'être des univers qui peuvent pas se croiser. Et j'ai beaucoup d'affection pour les documentaires qui sont faits, je vais dire, à l'ancienne d'une certaine manière, c'est-à-dire un documentaire improvisé. Quand j'ai fait mon école de ciné, on m'a très vite appris qu'un documentaire, ça s'écrivait à l'avance. Qu'on choisissait un sujet, qu'après on rencontrait des gens, et que après... Et là, j'ai l'impression que c'est un documentaire qui est sorti 20 ans après son tournage, parce qu'en fait, il a été fait sur le tas. C'est-à-dire que... Donc, c'est l'histoire du réalisateur, dont je vais vraiment mal prononcer le nom, et je suis désolée, qui s'appelle Claude Bechtold, qui est suisse, et qui raconte qu'au tout début de sa vingtaine, alors qu'il avait la parfaite vie, qu'il avait une famille super unie, que tout allait bien, qu'il faisait des études qui se passaient bien, puis ses parents meurent dans un accident de voiture. Les deux, comme ça, fauché, il est en début de vingtaine, et sa vie s'effondre. Et ça s'ouvre là-dessus. Mais c'est mis avec beaucoup de photos, beaucoup d'images d'archives. C'est une voix off super humble par-dessus qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et il dit, le hasard des choses fait que quelques jours après l'enterrement, j'ai mon ami Claude, il y a son ami Serge Michel, pardon. Il y a son ami Serge qui l'appelle. Serge Michel, à l'époque, il est journaliste politique au Figaro. Et il lui dit... prends ton appareil photo, tu vas être mon photographe, je pars traverser l'Afghanistan. Et il le voit. C'est pas le meilleur ami du monde, mais c'est un projet. Et c'est un projet super intéressant. Et il dit, franchement, je le vois comme un signe du destin, il faut que je parte, quoi. Il faut que de toute manière, là, je tourne en rond. Voilà.
Et en fait, il rencontre Paolo, un autre photographe de guerre italien, et en fait, ils vont se retrouver tous les trois dans la voiture à traverser l'Afghanistan. Et comme Paolo, lui, est vraiment photographe de guerre, contrairement à Claude, en fait, il va se trouver une espèce d'autres trucs à faire. Il va prendre une espèce de mini DV, il va commencer à filmer le voyage. Et c'est comme ça que naît le projet. Et on va suivre ces gars pendant 45 jours à peu près, avec tout ce qui peut leur arriver en Afghanistan en 2002, pour déjà peindre un portrait beaucoup plus juste de ce qu'était l'Afghanistan, pas mal détricoté des clichés qu'on peut avoir, notamment par exemple sur la place de la femme en Afghanistan, avant la montée d'une forme d'islamisme. Évidemment, ça se passe pendant que l'Amérique est sur le sol afghan pour... les talibans et tout c'est ça, c'est pendant la traque de Ben Laden. D'ailleurs, il passe pas très loin et il le montre sur la carte là où il passe. Ils lui font coucou, d'ailleurs. Et il montre comment l'Afghanistan, à un moment, a été littéralement le pays le plus progressiste du Moyen-Orient. Pendant jusque quasiment le milieu des années 80, si je dis pas de bêtises. Par exemple, ça c'est un petit détail, ça n'a pas grand rapport avec le film, mais j'ai appris qu'à un moment, c'était le pays où il y avait le plus d'enseignantes dans le supérieur, même quasiment du monde. C'est-à-dire qu'il y avait plus d'enseignantes en école secondaire en Afghanistan qu'en Suisse. Plus de femmes profs. Pourquoi t'as pris la Suisse comme exemple ? Parce qu'il est suisse, donc il le dit. Il le dit comme... Ce podcast est anti-suisse. Et en fait, le voyage se transforme donc en création d'amitié, parce que le Paolo, il le connaissait pas, et comment ils vont créer une dynamique en trio, et c'est super beau. Ils vont faire pas mal de photos, vu que Paolo est photographe, c'est imprégné d'incroyables photos de guerre. Et en même temps, lui qui fait des photos... un peu aléatoire parfois, qu'il va commenter sur son regard à lui qui est encore en train de se former. Et en fait, on va traverser ça par comment il va faire le deuil de ses parents. Mais de manière étrangement hyper joyeuse. C'est un parcours émotionnel hyper novateur. Et en fait, je sais que c'est un tout petit documentaire qui n'est pas énormément... programmé. Par exemple, le jour de sa sortie, il était dans la salle 35 au Hall. Voilà, mais Motherland était dans la salle 36 au Hall. Donc, mais c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est des ados qui ont fait le film, mais ils ont attendu pour pouvoir avoir le montage parfait. Et je trouve que le montage est incroyable dans le film. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment une belle découverte. Et tu sais justement pourquoi ils ont mis autant de temps entre le tournage et la sortie ? Non. Je sais pas, parce que j'étais pas à l'avant-première et que je suis sûre qu'ils ont répondu à ça. Je sais pas, mais je pense que ce que je peux imaginer, j'imagine, enfin, s'ils parlent un peu de leur vie après, ils ont tous eu des vies qui sont allées un peu dans tous les sens après, notamment pas mal de vie familiale. Je crois qu'il y avait quelque chose sans doute à boucler à ce moment-là, d'un point de vue purement, je sais pas, j'ai pas envie de dire introspectif, mais... Et je sais pas, je pense que c'est un film qui sort aussi au bon moment, sans doute dans leur période de vie respective. Et notamment, Serge Michel, aujourd'hui, enfin, pas à un moment, il a été, mince, j'ai oublié le mot, directeur de la rédaction du Monde. Donc, je pense qu'ils avaient tous aussi pas mal de choses à faire. Ouais. Et peut-être même que juste politiquement, c'est un peu plus facile de sortir un documentaire sur l'Afghanistan post-Amérique ou pré-Amérique. Enfin, il y a un moment où il faut aussi... Je ne sais pas pourquoi, vous pouvez vous renseigner à ma place. Moi, je voulais vous partager mon ressenti purement émotionnel sur ce film, parce que je pense qu'on peut le prendre comme ça aussi. Non, je crois ça m'a beaucoup touchée. Il y a une démarche très naïve avec cette voix off. Cette voix off sur parfois juste du montage photo, je trouve que ça fonctionne tellement bien. Donc, vive la candeur. Ouais, moi, avant que tu parles de ce film, alors, j'ai pas eu le temps de le rattraper, malheureusement. J'en avais entendu parler à Quotidien. J'ai regardé la chronique d'Ambroche Chalumeau qui en avait parlé et qui décrivait ça comme, à prendre au second degré, comme le Civil War suisse par rapport aux photos de guerre, etc. Et ce que j'arrive pas à vraiment saisir, c'est que, et c'est ma question, j'ai l'impression que c'est drôle, que c'est quasiment un buddy movie, oui. Parce que toute la promo, la bande-annonce le vend comme un truc, une bande de potes qui traverse un pays, et j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on arrive à faire un truc drôle d'un sujet, d'une époque qui est quand même ultra vénère, quoi. Je crois que c'est hyper intéressant de découvrir
l'arrière d'une guerre, parce que en fait, il la côtoie très peu. En fait, tu pouvais traverser l'Afghanistan et pas te retrouver. Ils se retrouvent dans des situations dangereuses, hein, mais s'ils le sortent et qu'ils sont tous les trois, c'est que clairement ils s'en sont sortis. Il y a pas d'ambiguïté sur ce fait-là. Ils voient à quel point le pays est devenu dangereux, mais ils filment aussi beaucoup la beauté du territoire, la candeur des gens et aussi leur réaction face à soit à des situations dangereusement ubuesque, comme l'un des potes qui va à tout prix aller interviewer un taliban pour son journal et que du coup ça les met quand même un peu dans la merde parce que c'était pas le truc le plus facile, mais comment ils se sont retrouvés dans un petit village à avoir un des gars qui veut à tout prix genre manger le plus cheap possible parce que il a pas envie de dépenser de la thune, lui il veut faire son taf et tout, et les deux autres qui sont là bah non attends découvrons la culture. Et c'est aussi parmi ces petites embrouilles de voyage hyper jeunes de mecs de la vingtaine qui rend le film assez charmant et assez touchant. Puis il se filme beaucoup dans la voiture en train de dormir. En fait c'est ça, c'est que les images sont jamais chocs et atroces, mais par contre il va toujours teinter de politique par exemple, d'autres images d'archives et tout. C'est pour ça que la forme est assez... ça fait très... c'est un premier film aussi, hein, c'est un premier documentaire. C'est d'ailleurs le seul film qu'a fait le réel. Il est pas réalisateur de base. Et ça se sent, mais je trouve que ça lui donne une force de dingue. Mais oui. Donc, oui, t'en parles comme un buddy movie road trip. Mais c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Petit astérix, ça se passe en pays de guerre, mais basta quoi. C'est... Petit détail important, voilà, ça se passe juste en Afghanistan, mais à part ça, c'est très sympa. C'est ça, et en même temps, tu sens qu'ils sont vraiment concernés politiquement par ce qui se passe. Donc c'est un petit peu la dualité du film. C'est un peu le twist. Mais c'est... je m'attendais pas à la fin, j'étais en mode « Ah non !» Bah, vraiment, on a l'impression de les aimer, ces trois gars-là. Ils sont hyper attachants. Et... Pire, je me suis fait une réflexion trop bizarre à la fin quand ça s'est terminé. Je fais, ça ressemble presque à ce qu'un film Sundance voudrait créer en fake. C'est-à-dire que pour deux... Une balle perdue pour Sundance, allez. Non, mais en plus je suis hyper cliente moi des films Sundance hyper avec une image un peu vintage et tout. Sauf que là tout est vrai. En fait, c'est qu'ils ont réussi à créer une pureté que n'arrivent pas à créer beaucoup de petits films d'auteurs américains comme ça aurait pu être le cas. Enfin, mais il y a un peu cette vibe-là, cette vibe années 2000, le mini-DV, qualité un peu aléatoire, montage avec des photos et une voix off. Enfin, c'est vraiment... c'est assez régressif à regarder. Et en même temps, tout le travail sur le deuil, moi, ça m'a achevé. Hein. Et ça m'a achevé. Voilà, enchaîne avec ça. Alors moi, j'ai zéro transition, mais en tout cas, tu le vends super bien. Je pense que je vais trop aller rattraper ça. Je vous le conseille chaudement. En fait, de temps en temps, il y a une lumière qui sort des premiers films ou des petits films qui restent. C'est un des rares films pour l'instant qui me reste autant depuis le début d'année. Alors que, encore une fois, je le redis, c'est un petit film et c'est sa force. C'est-à-dire que limite, on s'imagine pouvoir faire les mêmes images. On n'est pas face à du cinéma révolutionnaire en termes de technique, en termes de cadrage. On n'est pas sur des documentaires qui vont nous apprendre quelque chose de fondamental sur une culture qu'on ne connaît pas, même s'ils le touchent un peu. Mais ils arrivent à toucher quelque chose de l'humain, de très universel en se filmant eux-mêmes. Et ça, c'est très très fort dans un documentaire. Je suis vendu. Ouais, non, j'ai laissé passer un blanc parce que je sais pas du tout comment je veux enchaîner avec ça, mais c'est séché. C'est pas très grave. Franchement, au début, je voulais parler de la dernière série de Ryan Murphy. En fait, je l'ai fini tout à l'heure. Je suis tant mieux. Genre, vraiment, voilà. C'est très bien comme ça. On va passer du monde réel au monde fantastique des héros masqués. Donc c'est un peu voilà, c'est un podcast avec plein de choses cette émission-ci, parce que moi je voulais vous parler du retour de deux vieux héros masqués. Des vieux de la vieille. Hein. Des vieux de la vieille. Le premier, c'est Batman, parce que Batman revient... Parce qu'il a son étoile sur Hollywood Boulevard. Exactement, depuis quelques jours. Incroyable. Waouh, c'est vrai ? Ouais, c'est un des premiers personnages fictifs, je crois. Je sais pas qui a payé. Non, je crois qu'il y a Godzilla aussi. Bref. Voilà, des gens ont payé pour ça. Si vous avez à peu près... une trentaine, voire 35 ans que vous écoutez ce podcast, vous vous souvenez peut-être des samedis sur France 3, quand en 92-93 la chaîne passait des épisodes de Batman, la série animée, la série créée par Bruce Timm et Eric Randomski,
qui était à l'époque une espèce de suite spirituelle des films de Tim Burton. Petit à petit, la série s'est imposée, est devenue super culte. Moi, je pense toujours que c'est la meilleure incarnation du Chevalier Noir sur un écran à ce jour, et que le long métrage Le Fantôme Masqué est le meilleur long métrage consacré à Batman. Et évidemment, flash forward, on est maintenant dans les années 2020. Chez Warner Bros, on ressort les vieilles licences du placard parce qu'on aime bien revenir sur de vieilles idées. Et donc Warner Animation est allé voir Bruce Timm, le créateur d'origine. Ils l'ont sorti de la naphtaline parce que le pauvre, il était vraiment dans un placard là-bas et il faisait plus grand-chose. Ils lui ont dit « Hey, tu veux pas refaire Batman ?» Et le gars a dit « Non, moi, pas du tout. » Il est retourné dans le placard après tout seul. Et puis, appuyé sur congélation. finalement, Matt Reeves est arrivé avec The Batman et lui, ça l'intéressait d'avoir un projet pour décliner, pas du tout, mais parallèle à son film à lui. J.J. Abrams est arrivé avec des sous. Il a fait Bad Robot a fait oui. Si jamais vous avez besoin de sous, appelez J.J. Abrams. Et il y a plein de Bruce pognon. Timm a fait bon, ok, c'est vrai que moi j'avais des idées à l'époque que je ressors maintenant de mes tiroirs. J'avais des visions du personnage un peu différentes. Et est née une série qui s'appelle en français Batman le justicier masqué et Pas en oublié quelqu'un. Un scénariste de BD qui est. Ah oui, je vais y venir. Je vais y venir. Pardon, j'ai spoilé. Est né la série s'appelle Batman de Cape Crusader en anglais et Le Justicier masqué en français. C'est 8 épisodes, c'est dispo sur Prime. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais. Oui, voilà. C'est ma faute. Donc l'idée en fait, c'est alors c'est une idée un peu bancale et qui donne une série. Tu l'as vu ou pas? J'ai vu un épisode. C'est une série qui a le cul entre deux chaises, à mi-chemin entre la suite et le reboot, mais l'un marche un peu sur l'autre et la série sait jamais vraiment très bien si elle veut se réinventer complètement ou pas. Et donc c'est un espèce de mélange. Moi, ça m'a un peu donné l'impression de regarder un What If, ces BD qui prennent un univers et qui le je sais pas, par exemple. Et si c'est Mary Jane qui se faisait piquer Voilà, par l'araignée au lieu de systéma- Peter Parker. voilà. Et là, et si le Batman des années 90 se passait dans les années 40? En gros, le pitch, c'est ça. Donc, on découvre Bruce Wayne tout jeune. Il n'y a aucune technologie dans l'univers où ça se déroule. La Batmobile, c'est une voiture. Elle a rien. C'est 2 chevaux. La Batcave, Elle cale au début. la Batcave, c'est un bureau avec des classeurs dans lequel les dossiers sont sur du papier. Il y a pas mal de choses qui sont réinventées. Ils ont gender swappé le personnage du pingouin qui est désormais une femme. Ils ont changé la couleur de certains ils ont personnages changé. aussi. Ouais, voilà. Il y a des changements qui ont été faits un peu plus pour moderniser un peu certains aspects. Et en même temps, ça ressemble à la série des années 90 dans le design du personnage, dans certaines ambiances, et je suis assez. Je peux pas dire que je suis mitigé du résultat parce que je trouve que le résultat. Moi, j'ai dévoré les 8 épisodes et je me suis éclaté à les regarder. Mais j'aurais aimé un truc un peu novateur. Et dans les choses un peu novatrices, justement, il y a l'apport d'un grand scénariste de Batman. C'était à ça que tu voulais en venir. Oui. Un monsieur qui a écrit une BD géniale qui s'appelle Gotham Central, vraiment que je vous recommande chaudement, qui s'appelle Ed Brubaker, qui a accepté de travailler sur les scénarios parce qu'en fait, lui, c'est un dingos de la série d'origine et il s'est dit, bah oui, évidemment, Batman animé par Bruce Timm, évidemment que je viens. Donc, il s'est pointé et il a apporté son savoir, il a apporté sa culture des personnages secondaires. Il y a beaucoup... la police est vachement mise en avant avec différents personnages. C'est la nouvelle série préférée de Gérald Darmanin. Pardon, Bruno Retailleau maintenant. Bruno Retailleau maintenant. Le commissaire Gordon et ses adjoints. Et on retrouve un petit peu cette espèce d'essence de Gotham Central, de ce qu'il savait déjà faire avant. Pour resituer Gotham Central, c'est une BD qui se concentre sur les flics de Gotham, du commissariat de Gotham. Et c'est une BD géniale parce que typiquement la première issue, le premier numéro commence et c'est des flics qui sont appelés sur un truc genre urgence au 32, il y a une meuf qui gueule à un étage. Ils ouvrent la porte et là il y a Mr. Freeze et il meurt. Et c'est comment des flics lambda font dans un monde où rien n'est lambda parce qu'il y a Batman et des méchants avec des pouvoirs, machin, etc. Et c'est une série géniale. Et la série animée mélange un peu ces deux aspects-là. La police est très mise en avant, la justice aussi, avec tout un arc sur Harvey Dent, ce qui... Et c'est à la fois c'est bancal et il y a des trucs qui m'ont un peu perturbé. Par exemple, je trouve la musique de Frédéric Wiseman vraiment trop sage alors que la série d'origine avait un thème génial. Mais en même temps,
ça se regarde bien, c'est du Batman plus brutal, c'est plus sombre, il y a des gens qui meurent plus facilement, il y a du drama, les 6 épisodes, les 8 épisodes se suivent aussi, alors que la série d'origine, bon, tu pouvais mater ça à peu près dans le désordre, c'était pas dramatique, là il y a un vrai arc narratif. Non, il y a tout un travail qui est fait autour de ça. Et pour citer Alexandre qui nous manque aujourd'hui, moi j'ai passé un super moment, ça, c'est un peu sa phrase culte. Est-ce qu'il y a des apports importants à l'univers? Est-ce que la série amène des trucs qu'on n'a jamais vus Moi je trouve que la série, ce qu'elle amène surtout, c'est qu'elle ramène Batman un petit peu à ses origines, dans le sens où on est vraiment au tout début du personnage et au tout début de sa création. Ça cite vachement la série Live avec Adam West. Ça cite même le Superman de Max Fleischer, il y a une grosse référence. Et on est vraiment, le design du costume est basé sur les premiers dessins de Bob Kane et de Bill Finger. Et on est vraiment dans les débuts au sens propre du personnage. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt cool à suivre. Alors que tout le monde a tendance à plonger dans la facilité, à faire du high-tech, un Batman avec des ordinateurs partout et de la technologie, et même Matt Reeves dans son film récent de Batman, s'il arrivait à créer un univers un peu particulier, il était quand même très très contemporain. Là, il y a vraiment une envie de recul et de faire un truc très très old school, tout en apportant des petites touches de modernité dans le casting et dans les personnages, et je trouve que ça fonctionne bien. J'espère qu'il y aura une saison 2 pour pousser un peu les limites de la narration, parce que là, on reste quand même dans du récit un peu sage, même si les 3 derniers épisodes autour du personnage d'Harvey Dent sont vraiment très très solides. Ça reste... On sent que Bruce Timm, il est revenu parce qu'il avait des choses encore à raconter, mais lui-même prend pas trop de risques. Il est vraiment sur le chemin balisé qu'on connaît et sur le fonctionnement. Il faut bien aller mettre des coups de coude aux spectateurs pour dire regarde ça. T'aimes bien Batman? T'aimes bien le Batman de 92 Batman. Voilà, parce que moi, j'ai vu que le premier épisode et effectivement, j'ai trouvé déjà que le doublage était horrible. J'ai essayé en français, j'ai essayé en anglais. Et Batman, il parle tout le temps comme ça, même quand il est Bruce Wayne était là. Bah non, en fait, fais pas ça, mec, t'es grillé. C'est un peu bizarre, ouais. C'est complètement con. Et oui, à part les changements, genre oui, le pingouin est devenu une femme, etc. En fait, j'avais l'impression d'avoir vu ça 1000 fois et en mieux. Parce qu'effectivement, la série animée de Bruce Timm des années 90, vous pouvez encore le regarder aujourd'hui. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi intéressant narrativement. Il y avait plein d'apports à l'époque. Harley Quinn, par exemple, ça vient de ça. Et donc là, je me suis dit, oui, vous avez changé 2-3 trucs, c'est passé au filtre 2024. Mais sur le premier épisode, tu vois, il n'y avait pas le truc qui m'a chopé en mode, oh putain, c'est génial, Batman is back, quoi. Mais du coup, je vais regarder la suite quand même pour être sûr. Il n'y en a que 8, c'est bien 8. Ça il n'y en a que 8 et il faut vraiment que tu ailles, je crois, le 4e ou le 5e. Ah non, arrêtez, ça devient bien à partir de l'avant-dernier. C'est bien avant, cool, c'est bien avant, mais en fait, il y a un des épisodes à la moitié de la saison qui est intégralement écrit par Brubaker tout seul. Ok, je regarde. Et ça décolle à ce moment-là, en fait. Et lui, il apporte vraiment quelque chose à la série. Et il fait un truc autour d'Harvey Dent qui est vraiment malin. Donc ça, c'est cool. En plus, Harvey Dent, déjà, dans Gotham Central, il y avait un rôle important. Et Ed Brubaker, dont on avait déjà parlé dans un épisode d'Happy Hour il y a très longtemps, pour ses multiples polars en BD fondus au noir, Kill or Be Killed. Il y a quoi d'autre? Il y a Criminal qui va être adapté en série sur Prime aussi. Enfin bref, il fait plein de trucs avec un dessinateur qui s'appelle Sean Phillips. Et tout ce que ces deux mecs touchent, c'est de l'or en barre. Donc si vous cherchez une bonne BD polar, vous cherchez Ed Brubaker en librairie. Et satisfait ou satisfait, c'est génial. Donc voilà, c'est sur Prime, c'est 8 épisodes, c'est vitreux. C'est des épisodes de combien de temps? C'est des épisodes de 25 minutes, donc du dessin animé classique. Donc un bon dimanche pluvieux et tu binges ça d'une traite avec des céréales. En ce moment, il n'y a que ça, les dimanches pluvieux. Donc, entre le gouvernement et le temps, je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Si le gouvernement. Les interviews de Bruno Retailleau le dimanche dans le JDD. Non, pardon. Et on dévie. Je voulais dire un petit mot aussi c'est un double sujet. Sur Zorro. Ouais, sur Zorro, parce qu'en fait, le point commun, c'est qu'en fait, Batman, c'est Zorro moderne. Quand Bob Kane et Bill Fingers ont créé Batman, leur inspiration, c'était Zorro. Et Zorro revient à fond de patate. Les ayants droit vendent la licence à tout le monde. Il y a plein de choses qui sortent. Il y a une BD qui est sortie il y a pas longtemps. Il y a une BD signée Sean Murphy avec une réinvention moderne du mythe de Zorro qui est assez... un peu bizarre, mais assez maligne. Ouais, c'est cool. Qui se lit bien. Il y a une intégrale en noir et blanc du Zorro dessiné par Alex Stott,
qui est l'espèce de suite de la série de Disney des années 60 qui ressort là chez Urban Comics d'ici quelques jours, mi-octobre. Et il y a 2 séries qui sont live, qui sont disponibles sur 2 plateformes. Il y a une production espagnole qui est disponible sur M6+, qui est sortie discrètement au moment du lancement d'M6+, qui a été tournée en Espagne par un casting full espagnol et que moi j'ai regardé parce que je suis un dingos de Zorro à l'origine. Donc j'ai bingé ce truc-là comme un malade. C'est un Zorro maniaque. Je trouve que la série a des défauts d'écriture et en même temps, elle tente des choses assez novatrices que j'ai vachement aimées. Donc, allez-y avec des pincettes. Et en même temps, arrive la série française avec Jean Dujardin dans le rôle principal dont la promo m'a un peu stressé. Je me suis dit, oula, ils vont sur des terrains glissants. Est-ce qu'ils sont pas en train de nous faire une espèce de OSS 117 avec un masque? Et est-ce que Jean Dujardin va pas refaire les mêmes mimiques qu'il fait depuis maintenant 15 ans? Et en fait, la prod se révèle très belle. C'est bien filmé. Les seconds rôles sont chouettes. Audrey Dana dans le rôle de la femme de Don Diego, puisque ça se passe dans le futur. Enfin, il est assez âgé, donc il est marié. Elle est incroyable. Et Dujardin lui-même se donne à fond. Il a pris des cours d'escrime, il fait ses cascades lui-même. Il a pris des enfêtes. Il fait tous les combats sans doublage. Et vraiment, il s'en tire super bien. Sans doublure. Sans doublure. Et ils se sont complètement foirés sur l'écriture du personnage principal. Ils font un espèce de truc foutraque où le mec est schizo. Et en gros, c'est Don Diego, donc le jeune bourgeois de Los Angeles que vous connaissez, qui se déguise en Zorro, mais il se déguise en Zorro uniquement à des fins personnelles. Et parmi ces fins personnelles, il y a coucher avec sa femme. Parce que figurez-vous que dans l'univers écrit par Noé Debré, putain, c'est Noé Debré l'écriture. Ouais, c'est écrit par Noé Debré. Mais non. Noé Debré, il a écrit un personnage. C'est qui Noé Debré, parce qu'il a l'air connu, mais je ne sais pas qui c'est. C'est le scénariste d'Audiard. Enfin, en gros, c'est le poulain de Thomas Bidguin. Thomas Bidguin, c'est le scénariste d'Audiard. Et c'est notamment lui qui avait écrit le premier film qu'il a écrit à 100%, c'était La Crème de la Crème. Ok. Voilà. Et je trouve qu'il foire complètement le personnage. Il oublie complètement le côté héroïque. Il oublie complètement que Zorro, c'est quand même censé être une légende qui défend la veuve et l'opprimé. Et là, c'est un mec qui a besoin de mettre un masque pour Ken. Je trouve ça un peu chaud quand même. 2024. Ouh. Alors, on king shame pas, mais donc c'est un peu compliqué. J'ai pas vu toute la série. Je pense que je vais quand même aller au bout par masochisme et aussi par voir si par hasard à un moment donné ça twist. Parce que je la regarde déguisée. Avec ton costume de Zorro. Oula, non, parce que mon costume de Zorro, je pense qu'il existe, hein, mais c'est une taille 6 ans, tu vois. Ah merde, ok. Donc c'est un peu compliqué. Donc ouais, je trouve ça, c'est dommage en fait, parce que c'est une série qui est bien produite, bien filmée, il y a de la thune, vraiment les acteurs français sont top. Et les mecs se plantent complètement sur le personnage principal. Et c'est dommage, c'est quand même un bon scénariste, Noé Debré. Là, il avait sorti son premier film en tant que réal qui s'appelle Le Dernier des Juifs, qui est sorti cette année. Et c'était charmant comme tout. Et c'est plutôt un réal assez solide en termes de structure et en termes de dialogue. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il avait en tête de faire quelque chose d'encore plus poussé au niveau de la comédie. Et que je pense que le côté schizo, il voulait vraiment en faire une espèce de grosse vanne. Et qu'il a été un peu freiné par la production. Et que freiné par la production, on se retrouve avec un espèce de truc hybride, mi-sérieux, mi-drôle, avec un personnage qui est pas assez décalé, en fait. S'il avait enfoncé les portes de la parodie et de la comédie et de faire vraiment un truc ultra lâché, ça aurait fonctionné. Mais là, comme on te ramène à un côté... Non, mais il faut quand même qu'à chaque épisode, Zorro, il ait un super combat bien mis en scène où il se bat. Et qu'à côté de ça, en fait, c'est juste pour pécho sa femme. C'est très bizarre. Je la regarde en étant énervé. Tu hate watch. Ouais, péter sa télécommande. Mais je la regarde quand même parce que j'ai vraiment envie de savoir où ça va aller. C'est dispo sur Paramount+, et ça arrive sur France Télé par la suite, et en Belgique sur RTL TVI, si vous nous écoutez là-bas. Parce que les chaînes ont produit. Donc ça fait pas mal de matos autour de Zorro, sachant que Disney a un projet dans les cartons et que, accrochez-vous, Robert Rodriguez développe une série avec un personnage féminin qui serait en fait la fille cachée de Zorro qui découvre l'identité de son père, reprend le masque et ça permet de faire un Zorro gender swappé.
L'idée, Ah non, du coup non, pas vraiment. Enfin, Si c'est oui, mais... Si c'est sa fille, ça tient. Un Jordan Swap, c'est vraiment s'il y a plus là... Zoro dans l'équation et que c'est. Là, je sais pas, c'est bizarre. C'est en dev. Fantomètre. Moi, Non, c'est ça. ce qui m'inquiète davantage, c'est que c'est Robert Rodriguez aux Bah manettes. de et ouf, que c'est ça. il est capable de. Il était capable de trucs très bien il y a longtemps et maintenant c'est devenu compliqué. Ouais, donc... alors faut le dire vite. Hein, et pourtant, je suis dedans en ce moment, mais ouais. Donc voilà, c'était ma petite digression mensuelle sur les super-héros Il n'y masqués. a pas de robots, il n'y a pas de ninja, il n'y a pas de méca. Non, c'est bien. Dans tout ça, moi je vous recommande surtout la BD d'Alex Toth parce que c'est vraiment un dessinateur de malade mental. Ça sort en noir et blanc, en intégrale. Urban a fait ça très très bien. Donc foncez-y. Et écoutez, on va enchaîner parce que c'est un podcast. Oui, il y a Ouais, aussi alors, le. si il y a eu des tu blancs, c'est montres parce à la que je sortais caméra BD de le- Sean Murphy, il n'y a pas de caméra, Tu mais montes à la c'est caméra sympa. le Zoro Tu de l'as Sean vu ou pas Murphy. Ouais, je l'ai lu, j'ai trouvé ça cool. Ouais. Oui, c'est sympa. Donc Sean Murphy a fait J'aime une bien, BD sympa aussi. j'aime bien la Sherlock. manière qu'ils ont de réintroduire le mythe du personnage et de faire ça sur fond de guerre des cartels. Je trouve ça assez. Ouais, non, c'est pas. c'est- Sean Murphy, c'est un super c'est dessinateur. assez en cool, plus, ouais. donc, voilà, il y a des trucs, si vous aimez Zoro, c'est sympa. Voilà. Et puis, ben, écoutez, on va continuer à voyager puisque des collines de Los Angeles à Lyon et à la scène rap lyonnaise, Waouh. il n'y a qu'un pas. Et du coup, c'est Maxime qui va le franchir pour nous parler de musique et de Khali. Alors merci. Alors, La pour te- transition. pour te, une fois de ouais, plus. pour te mettre un peu en Voyage. jambes, moi qui suis une personne âgée, j'écoute que des gens dont la carrière ont démarré dans les années 70. Donc, qui est Khali et qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui t'a donné envie de nous en parler? Du coup, Rally, né à Lyon, mais qui a très vite déménagé à Bordeaux, dans la périphérie de Bordeaux, et notamment dans son quartier Palmer, qu'il cite énormément et qui est vraiment son quartier de cœur. Et Rally, c'est une des grandes formes, de grande artiste qui vient d'émerger dans cette nouvelle scène rap française qui se forme depuis quelques années. Qu'on décrit New Wave d'une façon très moche selon moi, parce qu'on met New Wave à tout ce qui est nouveau et cool, mais voilà, c'est la New Wave française, et moi je l'apprécie beaucoup par la façon dont il rappe et la façon dont il vient un peu changer les codes, et qui s'inscrit clairement dans cette New Wave, je fais des crochets avec les doigts, française, dans le sens où déjà son timbre de voix, sa façon de rapper est très différente, dans le sens où elle est très pitchée vers le haut, très aiguë, et ça permet, et il aborde des sujets qui sont assez différents, et il aborde beaucoup de sa mélancolie, ses problèmes mentaux, ses problèmes qu'il a aussi avec sa famille, la religion et le lien avec le rap en soi. Et je voulais en parler parce qu'il vient de sortir un nouvel EP de 3 morceaux, notamment Free, que je trouve très réussi. Mais avant, je voulais juste parler de l'album qui m'a permis de le découvrir et qui m'a permis de le cerner en Comment tant tu l'as qu'artiste. Et du coup, je l'ai découvert avec son album qui est sorti en 2022, après le Covid et tout ça, et qui s'appelle j'ai du mal à parler. Il ne me ressemble pas non plus. Qui a l'album qui lui a permis de franchir les barrières de l'industrie, de devenir un peu plus connu et de se faire une place. Moi, ce que je trouve assez intéressant avec cet album, c'est déjà, en plus d'asseoir sa forme en soi assez originale, de montrer qui il est à travers ses morceaux, c'est qu'il commence avec sa première musique qui s'appelle Je m'en moque effectivement, où justement il vient contrer toutes les critiques qui lui ont été faites avec ses différents EP qu'il a sortis avant, en lui disant ouais, ta voix elle est très pitchée, elle est trop différente, on n'accroche pas du tout, c'est pas du tout du rap, et il vient dire je m'en moque, je suis qui je suis. Et après, dans tout l'album, il va dérouler un vrai morceau mélancolique sur toute sa famille, sur tous ses amis, sa relation, comme je disais, à la religion, au rap. Et il y a notamment 2 morceaux qui me marquent beaucoup, qui sont Nopsy, où dans ce morceau il va parler du fait que la dépression l'a beaucoup marqué pendant sa jeunesse, et que c'était pas appeler des psychologues et parler de ça avec sa famille, c'était pas du tout quelque chose de classique, et du coup Nopsy dans le sens no psychologue, pas de psychologue pendant sa jeunesse, et ça l'a beaucoup marqué, ça l'a beaucoup travaillé.
Et il en fait un morceau très touchant, qui est d'ailleurs, tout l'album est marqué par des jolies compositions piano et tout ça. Il a appelé plusieurs producteurs à travers tout le morceau. Du coup, on a aussi plein de nouveaux producteurs qui viennent s'ajouter, qu'on découvre aussi avec cet album. Et dans cet album, justement, il parle aussi de Palmer, le fait que Bordeaux est sa ville de cœur sur laquelle il a grandi. Oh, excuse-moi. Dans Bordeaux, toute sa ville de cœur, dans là où il a grandi. Et du coup, avec son nouvel EP, il revient et il dit « Maintenant, j'ai réussi, je peux vivre de mon rap. J'arrive à me payer des voitures, j'ai beaucoup d'argent, mais au final, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ?» Et du coup, d'où son morceau Free, qui est sorti totalement indépendant, qui est sorti par surprise, où il a juste annoncé via un tweet en disant « C'est disponible ». Et on va découvrir une nouvelle facette où il vient avec un rap beaucoup plus dur, beaucoup plus américanisé, on va dire, et qui annonce aussi une transition lui-même dans sa carrière vers une forme de rap un peu différente. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Tu me donnes envie alors que je n'écoute jamais de rap. Je peux pas Ouais, trop m'exprimer bien, sur la ouais, question. c'est clair. Je me suis arrêté au Wu-Tang et à De La Soul, hein, donc j'ai pas très Mais loin. c'est de là que tout part en même Ouais, temps, ouais, j'allais te pareil. dire. Mais ouais, franchement, c'est une scène qui est en soi très intéressante à aborder aussi par des personnages beaucoup moins, à travers toute cette nouvelle scène rap, qui sont beaucoup moins iconisés, qui tentent d'être un peu moins masculinisés, qui tentent de sortir un peu de tous ces codes. Exactement, ouais, voilà, le côté gangster, ça devient très rare, ou alors ça reste justement, c'est des rappeurs qui ont percé dans les années 2000-2010. Et là, quand on cite Solalune, qu'on cite Winter Zuko, qui presque s'éloignent du rap en partant un peu plus sur de l'électro, hyper-pop et tout ça, et qui sont du coup beaucoup plus... qui tentent des choses avec... et d'ailleurs, c'est ça qui me plaît aussi, c'est qu'on tente des choses avec une forme presque brute de la musique, où c'est électro vraiment dur, et des fois ça passe, des fois ça casse, mais c'est vrai que c'est un style de musique qui peut plaire et qui en tout cas, moi, m'inspire. De toute façon, on terminera le podcast avec un morceau, donc ça tombe très bien. Ça fera une belle conclusion. On va continuer à voyager. On était censé confier donc la parole à Alexandre, qui nous a abandonné pour Quitté. une petite urgence, mais qui reviendra en forme Ça n'arrête jamais. le mois prochain. Il était censé nous parler de Star Wars Outlaws, le jeu Ubisoft qui vient de sortir. Alors il nous Du coup, on va le faire à sa place. il m'a envoyé sa chronique intégralement écrite avec les blagues et tout. Et franchement, je pense que j'ai la flemme de la lire et que ça va pas donner la même chose que si c'était lui. Mais il se trouve que moi, j'ai joué au jeu et toi aussi. Et moi aussi, Jean-Victor. incroyable. Donc, on peut faire ça bien nous-mêmes. Alors dis donc, Marc, Waouh. qu'est-ce que c'est Star Wars Outlaws? Vous effacez sa chronique, quoi. Genre vraiment, il l'a écrit et fuck it. Bah, si, Oui, on peut la lire en direct. on peut la mais ça lire en va devenir direct, très ça gênant. va être trop c'est bizarre. bon. Marc vient de baisser la Attends, photo. on va juste sur la lire table. l'intro, parce que les gens ont envie de savoir peut-être. Incroyable mais vrai, les amis. L'heure est à la joie, l'heure est à tout miser dans une partie de Sabac, à trinquer nos verres de lait bleu. Attention, roulement de sabre laser. Ça n'a aucun sens. Un bon jeu Star Wars est sorti. Alors, roulement de sabre laser, moi j'arrête. Ça n'a aucun Je vois déjà pas si comment tu ça- fais un roulement de sabre laser, tu meurs. Tu te Un prends- clash de sabre laser à la limite, mais un roulement. c'est Voilà, bizarre. bon bref. Alors on va parler de Parlons Star Wars. de Star Wars Outlaws. Donc, c'est un jeu qui a été développé par Massive Entertainment pour Ubisoft. Mhm. C'est Alors toi, ça te parle Star Wars, Marc? T'aimes bien Star Wars? Ouais, j'aime plutôt pas mal. Ouais, Ok. je trouve ça assez correct. C'est un jeu, c'est le premier Star Wars officiellement en monde ouvert, ce qui n'est pas tout à fait exact parce que les deux précédents de Jedi, il était déjà un petit peu. Où on incarne une espèce de Han Solo féminin qui s'appelle Kay Vess, une hors-la-loi, une voleuse, dont l'histoire commence sur Canto Bight. Canto Bight, c'était la planète casino dans les derniers Jedi, le film de Ryan Non, Johnson. putain, j'avais même pas fait le rapprochement. Mais j'ai oublié ce film, donc c'est pour ça. En fait, elle s'échappe de cette planète, elle vole un vaisseau, elle échappe aux griffes d'un grand méchant. Et après, la suite, c'est un peu du Star Wars classique. Elle se crache ou presque sur une planète quasi désertique. Elle a besoin de pièces pour réparer son vaisseau et repartir. Et elle va forger des alliances avec la pègre locale et avec différents mouvements mafieux. Donc, vous connaissez les Hutt comme Jabba. Il y a l'Aube écarlate qui était vu dans le film Solo. Et les Pikes, qui étaient notamment dans Le Mandalorian.
Donc, ce sont toutes des factions. Tout est connecté. Tout est connecté. Et en fait, le jeu permet à l'héroïne de mener des missions et de jongler sur différents tableaux de est-ce que je m'allie avec telle faction, est-ce que je trahis cette faction-là, est-ce que je trahis les Hutt à la fin et que je me barre avec le butin, ou est-ce que je vais le donner à tel autre. Et le jeu en termes de gameplay m'a fait penser un petit peu à une espèce d'Uncharted. Alors Uncharted, peut-être pour ceux à qui ça parle pas trop, c'est Tomb Raider. C'est de l'exploration Tomb Raider en avec fait. un mec. C'est de l'exploration. Alors il y a un film, mais on va pas du tout. N'allons pas sur ce terrain. N'essayez pas ça chez vous. C'est de l'exploration. Et là, en fait, le jeu consiste à explorer différentes planètes. À un moment donné, il y a un twist dans l'histoire qu'on peut dévoiler parce qu'en fait, c'est pas très important. À un moment donné, on se fait recruter par quelqu'un qui nous demande de monter une équipe pour faire un gros casse. Et donc, chaque planète nous sert de destination pour recruter une personne avec des talents particuliers et avec derrière des petites missions pour arriver à trouver la bonne personne, à la convaincre de se joindre à nous et tout. Oui, parce que ce qui est cool dans le jeu, c'est que comme c'est Outlaws, donc hors la loi, tout le monde peut te trahir. Et c'est un peu l'idée. Et ce sont des missions, après classiques, à base de il faut escalader une grotte, s'infiltrer dans une base impériale, défoncer des stormtroopers sans déclencher l'alarme, se battre avec des gens, tirer dessus. Ce qui est intéressant pour rebondir ce que tu viens de dire, c'est que c'est un univers qui est, et c'est ce qu'Alexandre disait dans sa chronique aussi, c'est un univers qui est complètement dépouillé de l'aspect Jedi. Donc il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas la Force, il n'y a pas de référence à tous ces univers-là. Chronologiquement, ça se passe juste avant le retour du Jedi, puisqu'il y a une partie d'ailleurs chez Jabba et on croise Yann Solo qui est coincé dans sa carbonite. C'est un jeu que j'ai trouvé à la fois très cool dans son ambiance. J'ai beaucoup aimé le fait que ça soit complètement une ambiance de pègre. Tu plonges dans la mafia façon, je sais pas, Les Affranchis ou un truc comme ça, version Star Wars, où c'est que des mafieux partout qui se trahissent les uns les autres. Et sans jamais que la série force avec des clins d'œil à base de oui, mais regardez, il y a Luke, quoi. Il y a 2-3 petits trèfles, mais vraiment, il reste avec cet aspect. On joue des gens qui sont tous méchants, en fait, qui sont tous des voleurs, qui ont tous des comptes à régler avec un mafieux quelconque sur une planète. Et j'ai trouvé cette manière-là assez maligne. Puis c'est du Star Wars, donc c'est bien fichu niveau univers. À chaque oula, je perds ce que je voulais dire, mais le jeu se réinvente assez régulièrement avec des petites trouvailles qui permettent un peu d'éviter ce côté qui aurait pu. On est à la limite d'un jeu trop répétitif où c'est un peu. On pourrait se dire oui, mais c'est tout le temps les mêmes missions. Et en fait, les scénarios, les quelques idées qui sont glissées par-ci par-là, l'univers aussi, il y a une planète qui est pour le joueur limité à une grande ville où il neige tout le temps. L'environnement permet d'avancer là-dessus et c'est assez malin dans son déroulé. Alors, moi, la seule chose que j'aurais tendance à lui reprocher, c'est on est pas mal dans du Star Wars moderne de maintenant, donc post-Lucas, avec où les missions sont quand même un peu tout le temps les mêmes. Et si vous regardez les séries d'animation récentes, où finalement chaque épisode, c'est une petite mission d'aller sauver une personne ou de ramener des pièces parce qu'il faut il faut dépanner un vaisseau ou quoi. On est un peu dans cet esprit-là. Peut-être que ça aurait mérité d'un peu plus de souffle, de grandeur de l'histoire. Et en même temps, je soupçonne très fortement Massive et Ubisoft d'en avoir gardé sous le coude en se disant si le jeu marche, on vous montrera Coruscant la prochaine fois dans un deuxième volet. Et voilà. Alors, spoiler, le jeu ne marche pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez lu la presse en ce moment. Ubisoft, c'est compliqué. C'est pas les seuls d'ailleurs. Mais en tout cas, au moment de la conception, je pense qu'ils en ont gardé sous le coude. Sachant que c'est Massive qui a fait le jeu, Massive Entertainment, qui était le studio qui a été connu pour les 2 The Division et qui a aussi fait un jeu sur Avatar il y a 1 an. Et c'est marrant, c'est qu'il y a plein de ponts avec le jeu Avatar dans la façon d'aborder un univers, de l'adapter de façon vidéoludique. Ces développeurs sont fascinés par les couloirs, notamment les aérations. Tu passes un temps fou dans les 2 jeux à parcourir des aérations. C'est genre Die Hard dans Avatar et Die Hard dans Star Wars. C'est dingue, mais c'est un peu chiant. Mais non, blague à part, moi j'aime Star Wars. Bon, je me suis suffisamment exprimé dans ce podcast à multiples reprises sur à quel point
Tu t'en J'en ai fous? marre de cet univers. Et là, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai pas fini du tout le jeu, mais je trouve ça sympa parce que c'est un peu retour aux origines. Tu l'as dit, ça se passe entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, mais surtout parce que ouais, il y a cette approche hors la loi gangster qui est un peu marrante. Notamment le personnage de Kay Vess, donc l'héroïne que tu joues. Elle a un truc qui me fait marrer, c'est qu'elle en a rien à foutre. En fait, elle est fascinée par le pognon. Et à chaque fois qu'elle parle à quelqu'un, c'est bon, tu t'alignes le fric ou je me casse. Enfin, elle est hyper brutale. Et en mode, elle est obstinée par ça. Et tout ce qui l'intéresse, c'est ouais, de survivre. En fait, c'est une galérienne à la base. Elle a grandi dans des conditions absolument horribles. Et tout ce qui l'intéresse, c'est son petit intérêt, son propre intérêt. Et sachant qu'elle est accompagnée par un petit espèce de chat cosmique avec des. C'est un mélange entre un chat et Stitch. Un petit animal, oui, Avec 6 oreilles. avec des espèces de dreadlocks. Il s'appelle oreilles. Nix. Et tu peux lui mettre des petites lunettes. Oh non. Et il est très qui mignon. Trop pratique d'un point de vue gameplay parce que s'il y a un objet qui est très loin, Ouais, tu peux aller, il peut aller t'appuies sur un chercher des bouton, il va trucs le et chercher tout. pour toi. Donc Oh. il fait ton taf, c'est cool. Et ça leur permet de faire des petits jeux. Par exemple, si tu vas dans des échoppes, dans des villes, t'as un espèce de QTE, donc faut appuyer sur des touches en rythme, etc. pour manger des plats. Et en fait, ça débloque des objectifs, des compétences pour Nix. C'est complètement con, surtout que moi je joue sur un clavier, donc d'un seul coup ça me dit appuie sur Q, appuie sur machin, appuie sur truc. Enfin, c'est un enfer. Mais c'est marrant. Voilà, on peut manger du chili, c'est super. Mais du coup, ouais, non, il y a ce truc de petits pas de côté par rapport à l'univers Star Wars. Moi, par exemple, qui avait pas fait le dernier Jedi Survivor, mais qui avait fait celui d'avant, où t'es censé jouer un mec qui a la force machin et ton personnage il fait 35 tonnes, le moindre truc c'est hyper lourd et ok, il y a Dark Vador dans le jeu, mais en fait j'en avais rien à cirer. Là, le côté, attends, tu peux aller sur des planètes, t'as ton petit speeder, t'as ton petit chat de l'espace, tu vas faire des deals, trahir machin, trahir truc, jouer aux cartes et tout. En fait, je trouve que dans la formule Ubisoft, qui est quand même très répétitif, qu'on a déjà vu plein de fois, c'est tu ouvres ta carte, t'as des petites points d'interrogation à droite à gauche, tu te balades, tu tombes sur des objectifs qui s'affichent de façon un peu brillante, etc. Enfin, en termes de construction de jeu, c'est très classique, mais ils ont trouvé le moyen de rendre ça raccord avec l'univers Star Wars, c'est-à-dire que les deux s'intègrent bien ensemble. Et t'as toujours ce côté espèce de grosse maison de poupée, un peu comme si t'étais à Disneyland, mais c'est bien fait et en fait l'univers est retranscrit avec un soin quand même assez maniaque. Et à un moment, je me suis dit, c'est la première fois que je fais un jeu où je suis un peu libre dans l'univers Star Wars, et mine de rien, c'est quand même assez cool. Et en plus, ouais, les personnages secondaires, notamment, t'as un robot qui, pareil, on a rien à foutre. Il a 2 doigts de t'envoyer chier. J'ai l'impression que c'est la nonchalance, le jeu. Ouais, quoi. non, mais c'est tout le monde en mode, non, mais tu vas me trahir, donc je m'en fous, en fait. Mais ça marche. Et je préfère ça que, oui, est-ce que tu sens la force en toi? Oui, je sens. Non, c'est bon, arrêtez, prenez du pognon. C'est très cynique, tout ça. Mais ça assume ce côté-là et c'est très rigolo. Alors moi, j'y suis pas arrivé, mais je pense que la fin, quand même, elle va lorgner vers un truc un peu se raccrocher avec les. Ah non, films, arrêtez, aller vers, c'est bon. la rébellion. De toute façon, à la fin, Luke et tu vois, Skywalker, il gagne, putain, merde. c'est ma théorie, je suis pas du tout dans le truc, mais je vois bien le truc. L'étoile noire, elle aller- explose, ok? aller vers ça. Non, c'est un jeu cool, achetez-le, jouez-y, mangez-en. Il y a Faites plein de remonter l'action d'Ubisoft qui en a besoin. Ouais, voilà, si on veut une suite, il vous faut va que bien, vous y quoi. jouiez. Non, puis il y a des moments cool. Moi, j'ai beaucoup aimé le Sabak, par exemple, qui est le jeu de cartes auquel, ouais. espèce de poker de l'espace auquel joue Lando Calrissian dans les films. Ah putain, même ça, c'est référencé. Je savais Ouais, pas. c'est le Je pensais qu'ils avaient inventé un truc, merde. dans l'Empire contre-attaque quand on apprend que Lando a perdu le faucon. Vous voyez pas, mais il y a à des Solo. étincelles dans les yeux de Marc quand C'est il me parce raconte qu'en ce fait, film. c'est au Sabak qu'il a perdu le faucon. Voilà. Ça change tout. Ça change absolument tout. Et donc, on peut jouer au Sabak. Non, mais c'est rigolo. En plus, pour le coup, c'est quasiment un jeu dans le jeu où ils ont bien pensé les trucs avec des techniques de de. Gwent voilà. dans The Witcher, ce genre de jeu. Ouais. Non, donc c'est plutôt malin. Et tu peux tricher avec ton chat, ton tricher Nix, Mais il peut vraiment, aller ce voir les petit cartes. animal est trop mignon. Il est super. On va acheter des pluches, tout, c'est terrible. On va boucler la boucle de ce podcast avec un autre ovni. On a commencé à parler d'un produit chelou avec Hundreds of Users qui Produit une œuvre extraordinaire. qui s'il te plaît. mélangeait de l'hybride, du live, de l'animation et tout. Et toi, tu veux nous parler d'un truc un peu. D'un truc. Parce que, Un truc hybride, Voilà, chelou. à chier. ouais, voilà. Et surtout, c'est une chaîne YouTube. Toi, tu veux nous parler d'une chaîne YouTube Ouais, qui écoutez, s'appelle Willy Yellow. après combien de podcasts? C'est le 91e. 91e, j'ai fait le tour des films, j'ai fait le tour des séries, le cinéma, tout ça. Bon, et Phoenix, C'est bon. ouais, on va. Le cinéma est mort, de toute façon. Je suis un millénial ou pas, merde. On va parler d'une chaîne YouTube. Et moi-même, je me choque un peu en disant ça. La prochaine fois, ce sera TikTok, décidément. Quoi qu'il y a peut-être déjà une version de TikTok de ce dont je vais parler. Je vais vous parler d'un mec qui a fait un projet narratif complètement fou.
qui s'appelle Willy Yellow. Willy comme une wheel en anglais, donc une roue, W-H-2-E-L. IE. Willy Yellow, c'est une chaîne YouTube qui est absolument incroyable parce que c'est un type qui est sorti de nulle part et qui avait un concept qu'il a maîtrisé dès sa première vidéo. Donc, c'est des petites vidéos de 3 minutes. Il y en a à peu près une toutes les 2-3 semaines. Il a créé ça à peu près au début de l'année. Et en gros, c'est un type à la base qui est fasciné par les marionnettes et par les voitures téléguidées. Ou télécommandé, c'est voilà, vous choisissez le mot. Et donc il s'est dit, je vais rejoindre les deux passions et je vais créer tout un truc autour. Donc il a créé le personnage de Willy Yellow, qui est un petit bonhomme jaune qui ressemble presque à une banane, avec des petits yeux, tu sais, les petits yeux autocollants qui bougent comme dans Everything Everywhere All at Once. Comme dans Everything Everywhere All at Once, tout à fait. Donc il a des petits yeux comme ça qui bougent dans tous les sens parce qu'il secoue la marionnette. Et donc cette espèce de banane avec une touffe de cheveux un peu à la Titeuf au-dessus de sa tête, dans un grand ciré vert. Mais donc déjà, il a créé une marionnette. Le gars s'est fait chier. Et donc, il anime cette marionnette. Il lui fait vivre des aventures. Il anime la bouche par-dessus une vraie marionnette qui filme. Donc, la bouche est animée par ordinateur, mais hyper bien traquée et tout. C'est vachement bien fait. Et donc, ce petit personnage, en gros, nous raconte qu'avant, sa vie était morose. Il y a notamment la troisième vidéo. Alors, c'est important parce qu'il y a un fil narratif au fur et à mesure. Donc, il faut commencer depuis la première chronologiquement. Mais donc, Willy Yellow, c'est un petit personnage qui avant avait une vie morose. Il bossait dans la City à Londres, puisque c'est fait par un Anglais. Il se faisait chier. En fait, sa vie consistait à regarder par la fenêtre et à manger des sandwichs prêts à manger. Et à force, il s'est rendu compte que son existence n'avait plus aucun intérêt. Jusqu'au jour où il s'est dit, je vais devenir libre. Et donc, il a acheté un van, d'où le Willy. Et après, il s'est mis à rider. Voilà, il s'est mis à voguer. Et donc, Willy Yellow, concrètement, quand vous regardez une vidéo de ce personnage, c'est d'un côté cette petite marionnette qui vous raconte sa vie avec sa bouche animée et la tête qui tremble avec les yeux qui partent dans tous les sens. Et de l'autre, il y a toujours la moitié de la vidéo, c'est le type qui a donc construit un petit van sur une voiture télécommandée, mais un peu de miniaturisme et tout, c'est vachement bien fait. Et donc, t'as ce petit van qui trace à une vitesse folle dans des décors complètement banals, dans une rue, dans la rue, ouais. Sur la plage, dans une forêt, voilà. Et donc, il y a une espèce de mélange de fascination entre ce petit van qui trace la route et qui se fait poursuivre par des chiens où les gens le regardent passer, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que, en plus, c'est hyper bien réalisé. C'est-à-dire que le truc a des angles de caméra dans tous les sens. Il y a notamment un plan à l'intérieur du van où tu vois la petite marionnette qui conduit. C'est du génie. C'est le plus beau plan de l'année, probablement. Surtout que le truc tremble dans tous les sens, machin, il se renverse à chaque fois. Et oui, si vous aimez les chutes, on en revient à Hundreds of Viewers. Toutes les vidéos se terminent par un bêtisier où le mec fracasse la bagnole dans tous les sens. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'à la fois, c'est très drôle parce que donc il y a cette petite marionnette, ce petit personnage qui a l'air complètement con, qui a une voix un peu chevrotante, je sais pas comment on dit, bref, qui tremble un peu. Et qui est pas à l'aise dans la vie, qui a pas d'amis, machin, et qui en fait essaie de se réinventer une existence. Il y a par exemple une vidéo où il essaie de lire un poème le plus vite possible. Il y a par exemple une vidéo où il raconte comment il a découvert la mer et comment il va rider dans la mer. Enfin, c'est que des trucs complètement banals. Mais il y a un truc hyper poétique de voir cette petite marionnette qui est là. Oui, bonjour, alors aujourd'hui je vais voir. C'est presque de l'ASMR quelque part, hein, c'est très bizarre. Et en fait, le mec, c'est fou parce que dès la première vidéo, le truc est parfaitement verrouillé. Genre la réal, elle est bloquée direct. C'est les plans typiques de comment il filme son truc sont bloqués. Et il y a un espèce de sens de l'humour génial entre effectivement le décalage entre cette marionnette et ce qu'elle raconte. Le côté, on a un van qui trace sa race, qui fait n'importe quoi dans la rue. Et en même temps, il a conscience en fait de l'absurdité de ce qu'il filme. Et par exemple, il y a des moments où il filme la marionnette qui parle. Et d'un seul coup, elle s'arrête de bouger. En fait, au moment de cette prise-là, elle tombe. Et il garde ces trucs-là. Donc en fait, il garde le côté do it yourself. Et par exemple, à un moment, il la filme quand elle raconte qu'avant, elle prenait le métro tous les jours et machin. Et en fait, elle est assise sur le truc du métro et elle tombe comme une merde. Et il a gardé le plan et c'est hilarant. Et donc voilà, en fait, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai découvert ça via un collègue, Henri, que je salue et que je remercie parce que c'est vraiment un cadeau du ciel. Et c'est le genre de petit truc débile, ça dure 3 minutes. Et j'en regarde une par jour. Enfin, en fait, quand j'ai découvert, j'en regardais une par jour et j'ai remonté toute la chaîne. Et il y a notamment un climax, c'est qu'à force de déglinguer son van, à un moment, le van commence à être pété. Et notamment, il fait par exemple une vidéo ASMR où il dit « Bon, aujourd'hui, vous aimez l'ASMR et vous aimez le bricolage, et ben je vais réparer mon van. » Et donc, en fait, le mec a acheté un grand gant jaune pour faire la main de son personnage. Et donc, tu le vois réparer son van. Donc, avec son petit pinceau, il répare les pètes. Et en même temps, t'as pas de son, il fait oui, donc vous allez voir, c'est de l'ASMR parce qu'il incarne toujours sa marionnette, on voit jamais le mec derrière le truc. Et donc c'est comme si la marionnette réparait son van, et d'un seul coup, t'as un plan
où t'as le petit pinceau qui répare le van, où t'as plus aucun bruit, et en fait, le mec siffle du nez, la marionnette, elle fait un peu comme Siffly dans Siffly, le pingouin dans Toy Story 2. Et c'est que des petits détails comme ça en fait qui font que le personnage il existe, et ça arrive à un climax où il détruit son van, et t'as une vidéo de 10 minutes qui s'appelle I'm Back, où en fait la marionnette se construit un nouveau van, et je vous jure c'est absolument hilarant. Il y a notamment plein de gags sur les Américains parce que ce jour-là il a décidé de se taper les Américains, et en fait c'est bourré de petites idées de cadre à la con, de petits décalages, etc. Et je me suis dit c'est complètement con, mais ce mec-là avec sa petite chaîne absurde possible, qui veut juste faire un van qui trace sa race dans des paysages débiles, et un petit personnage, en fait il arrive à construire une histoire, à construire un truc qui a l'air tout bête mais qui en fait raconte pas mal de petites choses, et voilà, c'est extrêmement mignon, c'est extrêmement rigolo, ça mange pas de porte, c'est gratuit. C'est drôle quand t'en parles, j'ai vraiment l'impression de voir un peu Marcel le Coquillage, mais version absurde. Il y a un vrai rapprochement avec Marcel le Coquillage, parce qu'effectivement Marcel le Coquillage ça a commencé avant de faire un putain de chef-d'œuvre au cinéma, ça a commencé sur YouTube, et il y a un peu ce truc là en fait de petit personnage absurde qui est un peu rigolo, mais qui en fin de compte te raconte quelque chose d'assez existentiel et a des petits troubles, etc. Et je voulais faire le rapprochement, j'avais oublié. Donc merci de le signaler. You're welcome. Alors c'est moins bien que Marcel le Coquillage le film, hein, soyons honnêtes, hein, gardons quand même un petit rapport d'échelle. Mais peut-être qu'un jour il y aura un film où il est yellow et je serai le premier dans la salle, sachant que en fait le gars est tellement malin qu'il a créé une boutique. Et bientôt je vais m'acheter un t-shirt Willy. Et il a gagné du coup. Ah, il a gagné. Mais voilà, je pensais pas parler d'une chaîne YouTube un jour qui a l'air aussi inoffensible au premier abord, mais comme en ce moment on l'a dit, la politique, le temps, tout ça, ça va pas très bien. Je vous assure, partez depuis le premier épisode et faites-vous un petit épisode de Willy Yellow par jour et vous allez voir, la vie ira beaucoup mieux. C'est vrai. Moi, j'ai vu le premier épisode juste avant cette émission. Et tu t'es dit, oh putain. Et je me suis dit, alors déjà, moi, j'adore les voitures radiocommandées. J'aurais adoré avoir. C'est génial ce van. J'aurais adoré avoir cette idée de mettre en scène une voiture radiocommandée et de faire des vues sur YouTube avec, tu vois. Pourquoi j'ai pas eu cette idée? Et ouais, pardon, il y a des plans de malade en fait. Cette caméra POV à l'intérieur, incroyable. La caméra à l'intérieur qui est parfois accrochée au côté. Ça, tu fais, mais ah oui, c'est pas juste de l'impro en plus. C'est bien pensé. Non, le mec bout a en tout bout. verrouillé avant. Quoi. Ouais, c'est vénère. Donc ouais, c'est vraiment cool. Regardez-le. On mettra le lien vers la chaîne YouTube dans la description. Et envoyez-nous vos chaînes YouTube préférées. Ça pourra faire des chroniques pour le prochain numéro. Bien, les amis, on arrive à la fin de ce podcast. Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis ravi d'avoir passé ces 2 heures avec vous, presque 2 heures. Avec vous. Incroyable. Le castor est un animal merveilleux qui fait plein de trucs cool. On le rappelle, allez voir des castors, ça fait des barrages qui sont plus efficaces qu'en politique. Ça lance des trucs. Ça dénonce. Allez voir Hundreds of Beavers quand le film passe près de chez vous. Sinon, rattrapez-le sur Filmo quand il sera disponible. Vous nous remercierez d'avoir tant rigolé. Sophie, si ça vous a pas fait rire, repensez votre vie. Ouais, voilà. Faites quelque chose. Ça va pas aller voir un psy quand même. Ça peut être ami si vous riez pas. Sophie, merci d'avoir joué les Wingwoman d'un jour. Plein de bisous aux équipes de réaliser sans trucage. Oui, ils sont plutôt sympathiques. Ça va, ils sont corrects. Maxime, plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. On te souhaite merci des pour séances l'invitation. complètes. Grand plaisir. Merci, j'espère vous voir à Paris. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Allez voir des castors, les castors c'est bien. Nous on se revoit le mois prochain. D'ici là, buvez de l'eau, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour un prochain Happy Hour. Ciao. Merci, ciao. Salut. Je suis sensible comme un même peine dans mon crime. J'ai la même dex, pas le même prix. Je suis les belles, je veux pas de merci. Il y en a, mais on n'a pas le même prix. Il vaut mieux, je pourrais pas faire pire. J'ai hire que j'ai pas l'élixir. On n'a pas tous vu le même film. Je frime maintenant que je suis free. J'ai pas vendu la vente Bercy, moi j'ai pas vendu la vente Bercy. Mon cœur devient l'Antarctique. En ce moment en tête, j'ai un cap magique. J'ai la haine que ce monde m'a pris. Toute la haine que ce monde m'a pris. Ma bite, en ce moment ils veulent ma bite. Bonus. Trax.